À volume équivalent, je pense que la course à pied, c'est supérieur. À volume Mhm. équivalent. Le Mhm. problème, c'est qu'ils sont pas à volume équivalent. C'est qu'au lieu de courir 10 heures par semaine, ils font 20 heures de ski. Et là, on pourrait se dire, OK, en fait, la question et même la littérature sur le sujet, elle se plante à chaque fois parce qu'on n'est jamais sur du volume équivalent. Donc, d'un point de vue physio, ils vont avoir du transfert parce que ça, la physio, c'est ce que je disais dans je sais plus quand. Je dis la capillarisation, c'est universel, hein. Enfin, le corps, il s'en fout, hein. Donc, donc après, je me dis, si de base, ils ont déjà la caractéristique et tous les meilleurs, ils ont tous, par exemple, des gros VO2 max. Donc, ils sont déjà très bons, en fait, dans leur activité. Et du coup, à volume non égal, je pense que oui, effectivement, faire du ski hors saison, ça permet d'avoir un bon levier sur la perf, quoi. Surtout sur du trail, quoi. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et j'espère que tu apprécieras ce nouvel épisode. Sans plus attendre, le podcast. Rémi, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Bah écoute, ça va très très bien. Et toi? Ça va bien, c'est cool, on se parle de plus en plus souvent. Ouais, J'ai bah l'impression oui. qu'on fait un call au moins tous les 2 mois pour une chose ou une autre, donc c'est plutôt sympa. C'est parce qu'on a trop de sujets. Enfin, on a quelques sujets en commun, je pense. Ouais, je pense qu'il y a le diagramme de Venn, il est bien intense là au milieu avec tout ce qu'on a à dire. Et je trouve toujours cool parce que tu pars toujours sur des sujets qui m'intéressent. Donc après, je vais creuser tes trucs. Et il semblerait, d'après tes dires, que tu fais un petit peu pareil selon quoi dans mon sens. Donc c'est vraiment sympa parce qu'on se nourrit parmi et ça Ouais, fait que ça grandit de manière, ben, on va dire parallèle, mais ça grandit quand même, ouais, bah, quoi. c'est exactement ça. Ouais. Tu vois, il n'y a pas si longtemps, j'ai racheté Emoxy. Et là, j'ai Hmm. commencé à vraiment m'y mettre parce que moi, je m'étais déjà attardé sur plutôt vitesse critique et tout. Et puis moi, je prends un truc par un truc. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, il est temps quand même d'approfondir ça. Et là, j'ai mis 2 mois d'investissement mental dans le Moxie et tout. Et là, c'est de mieux en mieux. Mais ouais, effectivement, ouais. Tu t'inspires de trois trucs et puis je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà, quoi. Bah, parle-nous un petit peu de ce que tu as fait avec le Moxie, justement. Pourquoi tu es retourné creuser là-dedans et avec quoi t'en ressors concrètement de l'autre côté après ces investigations? Ah, alors, déjà, ouais, j'ai acheté j'ai utilisé le Moxie déjà de base pour le profiling, mais ça, bon, c'est classique, hein, c'est le profiling avec le step test pour voir les facteurs limitants et tout. Mais, euh, mais en fait, la question, c'était plutôt dans le trail, parce que bah, j'entraîne un peu dans le trail, et je sais pas, c'est une discipline qui me rend curieux parce que c'est hyper variable, et en fait, on n'arrive pas à objectiver le trail. C'est-à-dire, on utilise la fréquence cardiaque, on utilise, allez, on va dire, la vitesse ajustée à l'altitude, là, la VAP, Hmm. qui est, bon, voilà, ça se débat. Et en fait, on a du mal à caractériser. Et à chaque fois que je vois les gens s'entraîner ou quoi, c'est souvent la fréquence cardiaque. Et je me suis dit, mais il n'y a pas mieux à faire, c'est pas possible. Et, euh, et du coup, moi, j'ai commencé avec des modèles de vitesse critique ajustés à l'altitude, enfin ajustés au gradient de pente plutôt. En fait, j'avais pris les Moxie aussi pour me dire, est-ce qu'il n'y a pas une relation entre les seuils qu'on est capable de déterminer au Moxie, en course à pied et puis dans le trail, et la relation de la vitesse critique? Parce que bah, on sait que globalement, normalement, tu as une oxygénation critique et une Mhm. vitesse critique, Mhm. et essayer plus ou moins de voir s'il y avait un lien entre les deux. Et si c'est le cas, du coup, bah, tu peux monitorer les intervalles en trail avec le Moxie et aussi avec la vitesse critique plus ou moins et tout. Donc en fait, de base, j'avais acheté ça pour essayer de relier le côté physio et le côté bioméca, on va dire, vitesse, puissance et tout, pour me dire est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux? Et si c'est le cas, bah, ce serait mieux peut-être de planifier et de se dire bah, je vais faire mes intervalles au Moxie ou je vais faire mes intervalles avec la vitesse critique et essayer d'objectiver un peu. Donc de base, ouais, j'avais acheté, enfin, je voulais vraiment utiliser le Moxie plutôt à l'extérieur et dans le trail parce qu'après, sinon, oui, je l'avais déjà utilisé pour faire les facteurs limitants sur le vélo, les tests très longs et tout. Mais je voulais pousser un petit peu plus loin peut-être et voir si on pouvait avoir d'autres trucs parce que je pense que par exemple le testing, je pense que toi tu l'as approfondi comme il faut du Moxie. Donc j'ai dit ce serait quand même bête de refaire la même chose. On va être un peu plus original. Et du coup, ouais, j'ai fait ça pendant. Ouais, j'ai fait quand même pas mal de séances. J'ai testé deux, trois trucs plutôt sur moi que sur d'autres personnes.
Si, quand même un athlète avec qui j'ai fait ça, mais sinon, j'ai testé comme ça. Et j'ai essayé de tâtonner pour voir un peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, quoi. Bon, tu m'as dit que tu avais déjà de l'expérience avant avec le Moxie, donc Ouais, ouais. les courbes ne t'étaient pas complètement nouvelles, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a peut-être surpris quand tu as recommencé à l'utiliser après cette période de break qui est ressortie pour toi? Non, non, pas vraiment. En fait, je continue de l'utiliser, mais toujours dans des environnements qui étaient contrôlés. C'était de la course à pied à plat, c'était du vélo. Donc, c'était toujours assez simple. Je l'utilisais à la limite pour tester soit des allures de course ou soit sur du step test, mais j'allais pas plus loin et je me suis jamais dit à un moment donné, tiens, je vais utiliser le Moxie pour, je sais pas, pour faire autre chose, pour tester d'autres trucs en fait. Parce que sinon, je l'utilisais comme tous les articles que je lisais. Et je me suis dit, non, mais attends, il y a d'autres trucs à faire. Et vu que je m'intéressais un peu plus au trail, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a un truc à faire. Et au final, enfin, il y a pas grand-chose dessus. Il y a de plus en plus de la vitesse critique en trail. Mais après, essayer de lier avec des indicateurs physio. Il n'y en avait pas tant que ça. Il y en a qui utilisent le lactate, mais encore une fois, le lactate en trail, c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà logistiquement, c'est super chiant. C'est horrible. Quand t'as Et pas quelqu'un qui le fait pour toi, c'est vrai que ouais, c'est ouais, pas une partie moi-même, j'ai plaisir, j'ai quoi. testé un athlète, tu cours derrière, tu es à VO2 max, enfin, c'est un enfer. Du coup, logistiquement, ça ne fonctionne pas très bien. Et ouais, je me suis dit, ouais, est-ce qu'il n'y a pas un indicateur physio, déjà non invasif aussi, et qui est facile à utiliser, et que tu peux utiliser ouais, constamment pour voir un peu comment ça fonctionne. Après, je pense que c'est pas encore une science exacte, donc la relation là, entre la vitesse critique et l'oxygénation, mais en tout cas, je vois quand même une tendance et des bonnes corrélations entre les deux, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain, ouais. Est-ce que tu t'attendrais ou est-ce que tu as observé, on va dire, un delta entre cette vitesse critique et cette oxygénation critique, si on peut la nommer comme ça, qui est de l'ordre de ce qu'on voit entre, par exemple, un seuil de haut à lactate ou un MLSS Mm. et une vitesse critique, parce qu'on sait que avec ces différents modèles, ils sont très très proches, mais ils sont pas toujours parfaitement Ouais, ouais, clairement superimposés. pas. Bah, déjà de base, même à plat, moi j'observe que la vitesse critique, elle est toujours supérieure à un LT2, enfin Ouais. un seuil lactique 2 tout le temps, constamment. Après, ça va dépendre un petit peu des modalités du protocole de test, mais généralement, la vitesse critique est toujours au-dessus, et en trail, c'est pareil. C'est Hmm. du coup, ouais, ce que j'ai observé, et je crois, enfin, j'avais fait un post, je sais plus quand, avec une comparaison, et il me semble que lorsque je suis à 100% de la vitesse critique sur un gradient spécifique en trail, je dois être je suis au-dessus, je dois être à 105% en termes de SMO2 par rapport à mon oxygénation critique ou mon Mhm. oxygénation sur mon second seuil. Donc je suis toujours au-dessus. Mais après, pareil, je me dis, ouais, ça peut te donner Enfin, si tu as le recul, après, tu peux dire, OK, bah, dès que je vais faire mes séances d'intensité, au lieu de me mettre à 100% de la vitesse critique, je vais me mettre à 95 ou à 90. Et comme ça, je sais que potentiellement, normalement, je serai toujours là où il faut en termes de seuil. Et je vais jamais pousser. Voilà. Alors après, ça dépend ce que tu veux travailler. Mais c'est bien déjà d'avoir cette compréhension, je pense. Et à chaque fois que j'ai utilisé le Moxie et que j'ai testé ça, toujours la vitesse critique, elle était supérieure. Toujours. Mais ça, après, je pense que déjà de base, naturellement, même je pense à la littérature, elle le dit que la vitesse critique est toujours au-dessus, ou la puissance critique, elle est quand même assez au-dessus. Donc voilà, mais c'est quand même pas si loin, quoi. À 5% près, on est dedans, quoi. Est-ce que tu penses que cette différence, elle va être accentuée pour des profils plutôt puissants? Ah bah oui, je pense. La raison de ma question étant que on sait l'importance enfin la place que prend le W', et au final, il semblerait que plus l'athlète est puissant, pour faire simple, plus ce compte épargne énergétique, si on veut bien, cette réserve qu'il peut utiliser à haute intensité est importante. Et ça va avoir un impact aussi directement sur les résultats de test et donc le résultat du calcul de vitesse Hmm. critique. Bah ça c'est sûr, mais même à plat, en fait. Ouais, bien sûr, c'est ça. Ouais. En fait, ouais, bah, déjà, rien que la spécificité du test, quand tu prends un 3 et un 12 minutes, après, moi, la façon dont j'extrapole la vitesse critique à partir du gradient entre elles, c'est un peu différent, mais, Mhm. mais déjà, par nature, le test, il va être favorable pour les athlètes qui sont bons sur de la haute intensité. Et Mhm. généralement, c'est pour ça aussi qu'ils ont probablement une vitesse critique qui est supérieure à leur LT2.
C'est que les mecs, c'est des bourrins, en fait. Et, enfin, ils sont plus puissants, du coup, bah voilà. Après, du coup, je pense que c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir un indicateur physio qui potentiellement te remet dans les bonnes zones. Et encore, hein, je suis pas sûr que ce soit tout le temps intéressant d'être dans les zones physiologiques, on va dire. Mais voilà, comme ça, au moins, tu peux peut-être profiler d'un point de vue mécanique et d'un point de vue physiologique et te dire, bah, où se situe mon athlète? Est-ce que ce serait pas mieux, par exemple, de travailler, je sais pas, sur le rendement et sur l'aspect physiologique en enlevant complètement la portion mécanique et vitesse critique ou inversement, quoi. Et je pense que ça peut être bien de profiler ça parce que des fois, j'utilise la vitesse critique pour les athlètes en trail, mais je me dis, mais je pense des fois sur les pacing, je les surpace en fait. Enfin, parce que je me dis, ouais, t'inquiète, 90, ça passe bien. Et en fait, ils sont à 100%, je pense, en physio. Et c'est sans compter que suivant les gradients, le recrutement musculaire, il est différent. Donc, je suis même pas sûr que le Moxie, des fois, il n'y ait pas un biais qui soit intégré dedans aussi. Donc je pense qu'il faut prendre tout ça en compte. Après, voilà, si justement tu combines les indicateurs, pour moi la meilleure façon d'être capable voilà, d'avoir une représentation plutôt bonne de ça, quoi, du trail, ce qui est compliqué, quoi. Ouais, ça me fait penser aux 3 P de Steven Seiler, un facteur de perf, un facteur de physiologie, un facteur de Ouais. perception. Donc, tu as une vitesse, tu as une allure ou tu as une puissance, tu as aussi un facteur physio. Alors, ça peut être le lactate, mais comme tu l'as dit, c'est compliqué avec l'environnement du Ah trail. ouais, ouais. Et alors, quand tu es autour d'une piste, c'est plus simple. Quand tu es assis sur un home trainer, c'est encore plus simple. Mais c'est clair que quand tu es au milieu de nulle part dans la montagne et qu'il pleut ou quoi, Hmm. et même s'il fait beau, comme tu as dit, il faut courir derrière, c'est pas facile, c'est pas évident. Et je pense que même si tu le fais sur toi-même, la difficulté, elle est d'autant plus importante parce que tu peux pas te focaliser à 100% sur ta perf. Il Hmm. faut aussi penser à toute la logistique de faut que je sorte le truc, faut que je me lave le dos, etc. Ah Euh, ouais, ouais. je veux parler un peu plus après de la vitesse critique justement en course à pied et ensuite comment toi tu la transfères ou comment tu l'emploies en trail avec le gradient. Avant ça, pour terminer sur le Moxie, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant comme tendance? Peut-être que tu sais même pas encore les expliquer. Et, Ouais, enfin, ouais. moi, je sais Hmm. qu'il y a plein de choses que j'ai vues et que je vois encore chaque jour quand je fais des tests et je ne sais pas nécessairement les expliquer. Qu'est-ce que tu as vu en relation avec justement le gradient, le type de contraction, le type d'effort et des choses sur le Moxie qui te poussent encore à te poser des questions là-dessus? Et qu'est-ce que tu aimerais voir investiguer si tu pouvais dire Ouais. cette étude ou cette étude? Ouais, alors je me suis concentré pas mal sur juste les cinétiques de SMO2 et tout. Mhm. Mais de ce que j'observe, que ce soit sur le plat ou sur des gradients qui sont hyper importants, je pense que naturellement, on va s'orienter vers des facteurs limitants qui sont un peu prédéterminés par le gradient de pente. J'ai l'impression que Ok. la cinétique de THB, par exemple, sur des gradients très importants, elle est différente de celle à plat. Et donc, en Mhm. fait, je pense qu'on est limité, et ça paraît logique, en fait, on est limité musculairement sur des gradients très élevés, versus on sera peut-être plus limité sur du plat, sur des facteurs qui seront peut-être ventilatoires, etc. Après, j'ai pas encore assez approfondi ça, donc j'ai pas envie trop de m'avancer. Mais je pense encore une fois, suivant le gradient, tu vas avoir des facteurs limitants qui seront naturellement orientés en fait. Donc ouais, ce serait cool de savoir si justement il y avait une tendance à une limitation plus spécifique quand on est sur des gradients hyper importants. Surtout qu'arrivé à un moment où on finit par marcher tellement les gradients ils sont importants. Et donc là, il y a encore une dimension qui est différente. Mais ouais, ça potentiellement. Après, qu'est-ce qui m'intéresserait? Bah, justement, le profiling en marchant, moi, c'est un truc qui me. Parce qu'au bout d'un moment, tu finis par être probablement plus économique en marchant. Et ça, il y a des papiers hein, qui vont regarder la transition optimale et la transition même perçue par la personne. Mhm. Et naturellement, à un moment donné, tu vas changer. Est-ce que ce changement, déjà, ça a un coût énergétique de changer une technique? On le sait en ski de fond, par exemple. Et je me dis, est-ce qu'on peut caractériser ça? Est-ce que les facteurs limitants sur de la marche sont un peu les mêmes que sur de la course à pied? Parce que en plus, bah, tu vas être plus musculaire, tu as moins de rebonds, etc. Donc je pense que c'est plus périphérique, entre guillemets. Mhm. Donc ouais, la marche versus course, ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi. Et Ouais, ce que tu dis là a du sens d'un point de vue, comme tu as dit, hein, c'est plus musculaire quand ça devient plus ouais, pentu, voilà. parce qu'au final, la force de chaque contraction doit être plus importante.
On sait l'effet qu'a la contraction musculaire au niveau de la compression des vaisseaux sanguins. Donc, Ouais. ça a une influence sur le flux sanguin directement. Et c'est quelque chose que j'ai vu aussi. Alors, dans une moindre mesure, hein, mais tu le vois en vélo, par exemple, en changeant de cadence, si tu passes Ouais. de 60 à 100 RPM, tu as clairement une différence du ressenti déjà au niveau musculaire et de la cinétique de ce qui se passe. Ouais. Ouais, c'est pareil, manipuler volontairement la cadence. Moi, j'avais fait ça avec un athlète. J'avais sur des gradients très élevés, manipulation volontaire de la cadence, soit sur des longueurs de pas plus élevées. Donc, en plus, d'un point de vue relation force-vitesse, enfin, tu changes un peu les caractéristiques et voir s'il y avait des différences. Bon, après, ça, j'ai testé aussi sur moi. Mais ouais, il y a plein de questions et je trouve que le trail, c'est vraiment un terrain de jeu qui est dingue parce qu'il y a rien en fait. Enfin, c'est tellement complexe. Ouais, après, d'extérieur, je vois beaucoup d'athlètes qui performent, mais je pense que juste naturellement, des fois, ils ont des telles capacités que voilà, c'est tout, quoi. Ils sont bons. Après, j'ai l'impression qu'on peut quand même optimiser pas mal de trucs et du coup, ouais, c'est intéressant, je trouve, comme discipline. Si on parle de ça, parce que le trail, c'est une discipline que je connais pas du tout, pas très bien du tout, Ouais, à part avoir regardé les highlights de l'UTMB et ouais, ouais. deux, trois vidéos comme ça. À ton avis, si on prend le spectre global de ce qui est impliqué dans une performance sportive, alors le terme élite ne s'applique pas nécessairement ici, mais en gros, quels sont les différents facteurs qui, à ton avis, n'ont pas encore été maximisés dans le trail quand on parle d'essayer de performer au plus haut niveau? Ouais, c'est différent, c'est compliqué de parler de haut niveau quand on n'est pas de haut niveau. Enfin, on peut Tu as le avoir. droit de donner Oui, ton oui, j'ai le avis de droit de donner mon l'extérieur avis. et même d'émettre des hypothèses, ça on a le droit. Ouais, C'est autorisé sur le podcast. euh, moi, je sais pas trop, en vrai, je sais pas trop. Parce que quand je vois ceux qui performent au plus haut niveau, en fait, ils ont tous des traits caractéristiques. Ils ont tous maximisé VO2 max. Du coup, on sait que maintenant, c'est plus un facteur limitant. Et que de toute façon, peu importe ce qu'ils font, ils vont garder plus ou moins la même valeur. Donc après, ça se joue sur les seuils et au final, surtout le premier seuil, sur de l'ultra. Mhm, Et ouais, après, les tendances. Là, moi, il y a un truc qui m'a intéressé, c'était bah, la performance de Jim sur l'UTMB mhm. et la hors-saison qu'il a faite sur les skis et le Tu peux nous parler un transfert. petit peu de ça? Ouais, ouais, c'est. Bah, puis j'en ai discuté un petit peu avec les chercheurs de Chambéry qui travaillent sur la relation de la vitesse critique et ils avaient fait le modèle. Et effectivement, je trouvais intéressant le transfert qu'il y a eu entre ce qu'il a fait à ski, parce qu'il a fait énormément de ski alpi, et ce qu'il a fait en course à pied. Donc naturellement, déjà, il avait maximisé VO2 max. Je pense qu'il a une très bonne économie en course à pied. Mhm, Mais le fait de passer sur les skis, et j'enlève toute la spécificité de à quoi ça ressemble par rapport à de la course à pied, mais changer peut-être la relation force-vitesse, sachant qu'en ski, on a quand même une grosse demande de force, etc., sur des gradients qui sont souvent assez importants. mhm. Et justement, changer ça et voir à quel point ça peut influencer sa capacité à repousser la fatigue. Parce que clairement, sur l'UTMB, il était au-dessus de tout le monde. Donc, ouais, cette idée de transfert et cette idée aussi de relation force-vitesse, mais sur du très long. Et au final, aussi la durabilité. C'est un truc qui, je pense, a été discriminant et l'a permis de le mettre au plus haut niveau, quoi. Donc, ouais, ça, c'est un truc je trouve intéressant. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut se prêter un petit peu plus au trail, par exemple, à la prépa physique générale en trail plutôt que de la course sur plat? Ouais, je pense. Bah, après, quand tu vois le ski alpi, surtout que de plus en plus, tu as l'impression que c'est de la course à pied, en fait, sur neige. Juste, ils ont les pieds lestés, mais enfin, il y a des athlètes qui arrivent à courir. Donc, donc tu te dis, même en termes de cinématique et de la façon dont les personnes bougent, c'est quand même assez similaire. Ouais. Mais après, sachant qu'en trail, tu vas avoir des phases où tu vas monter, tu vas avoir des gradients qui seront plus élevés, une composante de force qui sera plus élevée, moins de stockage et de restitution d'énergie qu'on pourrait avoir à plat. Et tu dis que même d'un point de vue purement mécanique, c'est sûr que le ski alpiniste va se transférer sur du trail, surtout en montée. Il n'y avait pas de question. Ouais. Après, pour tout ce qui va être à plat, économie et même en termes de descente,
bah, c'est souvent ça qu'ils vont retrouver en début de saison, je pense. Mais ils ont déjà tellement profité d'un volume qui est immense à ski, parce que tu peux passer tellement de temps à ski, Mhm. que sachant que de base, ils ont déjà les prérequis en course à pied, eux, ils n'ont pas besoin d'en faire énormément hors saison, et ils ont plus l'avantage d'avoir un énorme volume à ski et revenir, quoi. Et du coup, euh, pour Jim, en tout cas, j'imagine que il a orienté peut-être sur beaucoup de ski, et puis il a amélioré cette force, en fait, enfin, cette force même d'un point de vue durabilité, surtout avec les skis. Et je pense que ça lui a boosté sa perf à mort, quoi. Mhm. Donc ouais, non, cette question-là, moi, de base, j'étais très réticent sur le cross-training. Mais en fait, l'avantage du cross-training, je pense, pour le trail, c'est que à volume équivalent, je pense que la course à pied, c'est supérieur. À volume Mhm. équivalent. Le Mhm. problème, c'est qu'ils sont pas à volume équivalent. C'est qu'au lieu de courir 10 heures par semaine, ils font 20 heures de ski. Et là, on pourrait se dire, OK, en fait, la question et même la littérature sur le sujet, elle se plante à chaque fois parce qu'on n'est jamais sur du volume équivalent. Donc, d'un point de vue physio, ils vont avoir du transfert parce que ça, la physio, c'est ce que je disais dans je sais plus quand. Je dis la capillarisation, c'est universel, hein. Enfin, le corps, il s'en fout, hein. Donc, donc après, je me dis, si de base, ils ont déjà la caractéristique et tous les meilleurs, ils ont tous, par exemple, enfin, des gros VO2 max. Donc, ils sont déjà très bons, en fait, dans leur activité. Et du coup, à volume non égal, je pense que oui, effectivement, faire du ski hors saison, ça permet d'avoir un bon levier sur la perf, quoi. Surtout sur du trail, quoi. Ouais, c'est marrant et ce serait intéressant de voir où est-ce que ce transfert ne se fait plus. Est-ce qu'il y a une certaine distance, là, temps d'effort qui est un peu Ouais, la ouais. frontière entre. Alors, à gauche de cette frontière, ça vaut la peine d'accumuler du volume en général qui n'est pas nécessairement directement, bon, entre guillemets, transférable. Alors, tout est transférable, mais qui n'est pas spécifique, hautement Ouais. spécifique à ta discipline. Versus, non, là, il faut que tu bouffes tellement de kilomètres de course à pied sur route si tu veux survivre à un marathon ou à une saison, Hmm. etc., que tu es obligé au final de bouffer beaucoup de volume de ça Ouais. parce que sinon tu pars de trop loin quand tu recommences ta saison et tu n'arrives pas à rattraper. Ouais, je pense que ça, c'est quand même, suivant les profils, c'est différent parce Mm. que, enfin, je suis pas mal de trailers et je vois un peu les performances sur les saisons. J'ai l'impression qu'il y en a, ils mettent plus de temps que d'autres. Et il y en a, ils sont très rapidement à leur niveau. Mais ça, je pense que c'est, enfin, naturellement, je pense qu'un gym, par exemple, il est naturellement prédéterminé pour courir quand même. Mhm. Enfin, même physiquement, morphologiquement, on a l'impression qu'il est fait pour courir. Du coup, je pense que lui, le transfert, il est très rapide. Versus d'autres personnes qui auront peut-être besoin. Je sais que la copine de Kylian Jornet, elle avait dit qu'elle avait peiné au début de saison, alors que par exemple, un Kylian Jornet, lui, il fait que du ski quasi. Et donc, je pense que suivant les profils, faut faire. Voilà, ça dépend des profils, mais il y en a pour qui ça fonctionne extrêmement bien. Là, je travaille avec, je sais pas si tu connais, mais Simon Gosselin qui est entraîneur en trail, et enfin, il entraîne Rémi Bonnet, qui est extrêmement bon en ski alpi. Et lui, pareil, il fait énormément de ski. Et je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça dans un de ses podcasts, et il disait que bah, en fait, le transfert aussi, cette capacité à développer la force sur les skis, la force endurance, j'aime pas trop le terme, mais bon, faut dire comment on l'utilise, hein. Force endurance, c'est transférable sur le trail, parce que le trail, ça reste aussi une discipline où tu dois repousser la fatigue, en fait. Mhm. Et tu dois aussi repousser et puis avoir un maximum de force, parce que c'est une discipline aussi qui demande de la force, plus qu'en course à pied sur route, je pense. Donc voilà, mais ouais, c'est un sujet qui est assez intéressant, ouais. Sujet du cross-training. Ouais. En parlant de profil, parlons de la vitesse critique. Alors, Ouais. dans un premier temps, en course à pied, et ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer de nous simplifier et de nous expliquer la vitesse critique le plus simplement possible. D'abord à plat en course à pied, et ensuite on pourra ajouter un peu de complexité, et Ouais. tu pourras nous parler de ce qui se passe au niveau des gradients. Alors, la vitesse critique. La J'adorais. vitesse critique. C'est pas la VMA déjà. Non, non, non. Alors, la vitesse critique, déjà, c'est une vitesse qu'on arrive à déterminer à partir de deux tests qui sont généralement des tests qui sont assez courts. Déjà, ça, faut le dire, c'est entre 3 et 12 minutes. Et à partir de ça, on peut mettre un modèle à l'intérieur qui permet d'avoir une vitesse qui permet de délimiter deux domaines et qui permet de représenter en gros plus ou moins.
enfin, plus ou moins, on va dire, le second seuil ou le seuil anaérobie, quoi. Euh, L'avantage de. Enfin, non, on va faire différemment. La vitesse critique, c'est théoriquement une vitesse qu'on arrive à tenir, et ça dépend suivant des personnes. On va dire entre 20 minutes et 40 minutes, ça dépend des profils. Il y en a qui peuvent tenir assez longtemps, il y en a qui peuvent tenir moins longtemps. Ça va dépendre du profil de la personne, aussi de l'entraînement, de l'expérience, etc. Et bah voilà quoi, à peu près tout quoi. C'est déjà pas mal. Donc, voilà, c'est une manière de déterminer ce deuxième seuil Ouais, plus ou moins. de Et ouais. manière très terrain, si on veut. Ouais, c'est ça. Et bah, comme on le disait au début, mais la vitesse critique, généralement, est quand même supérieure à un test qu'on pourrait faire enfin, un test de lactate, par exemple. Généralement, le second seuil qu'on a au lactate est quand même inférieur à la vitesse critique parce que les méthodes de détermination sont différentes. Sur la vitesse critique, on va être sur des modèles plutôt biomécaniques, alors que sur du physiologique, on sera sur de la valeur purement physiologique. Donc, c'est des méthodes de détermination qui sont différentes. L'avantage de la vitesse critique, c'est que c'est facile à réaliser très souvent hein, et que ça donne rapidement une bonne valeur, quoi. Pourquoi, ça, je pense qu'il faut le dire parce que j'ai tellement de questions par rapport à ça, mais pourquoi on utilise la vitesse critique versus une valeur comme VMA, par exemple? Euh, alors, sans rentrer trop dans la complexité, mais pour moi, déjà, il y a un truc qui est clair et net, c'est que VMA, à part si tu fais des distances extrêmement courtes, elle est peu représentative de n'importe quelle échéance, en fait. Même à partir du 5 km, on commence déjà à être éloigné d'une valeur de VMA. Donc, si tu commences à baser ton entraînement à une valeur qui est extrême, à l'opposé du continuum par rapport à ta spécificité, déjà, c'est compliqué. Donc moi, c'est la première raison pour laquelle j'utilise la vitesse critique, parce que c'est un peu à l'interface des disciplines qui sont assez courtes et des disciplines qui sont très longues, et du coup, ça te donne une bonne référence. Et seconde chose aussi, c'est que généralement, la VMA, sachant que c'est un test extrêmement court, la vitesse critique aussi, on pourrait faire la critique, mais on arrive à compenser assez bien la VMA. C'est-à-dire que si tu as un profil qui est puissant, très rapide, en fait, sachant que les paliers sont très courts, 1 minute, tu pourras monter très 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 vite, mais ça te donnera aucune indication sur ton temps de maintien sur des temps qui sont plus longs. Et encore une fois, en endurance, surtout sur du plat, on sait que les temps de maintien, c'est quand même le plus important. Et voilà, la spécificité, c'est jamais de faire un incrément de 1 minute et aller le plus loin possible, quoi. Donc la VMA, pour moi, elle est limitante dans ce sens-là, quoi. Ouais, je pense que tu l'as bien dit et je le vois de la même manière que toi. Cette VMA, elle nous informe pas sur la relation qu'il y a entre cette vitesse critique ou ce deuxième seuil et le travail que tu peux effectuer à haute intensité, qui est Mm. notamment exprimé en W'. Bah, ton résultat de test ne prend pas ça en compte. Donc, si on prend deux personnes à VMA égale, ils peuvent avoir un deuxième seuil qui est carrément différent Ouais. si tu as un profil très puissant, un profil très endurant de Mm. l'autre. Pour illustrer un petit peu ton propos de tout à l'heure, quand tu as dit que c'est pas exactement les mêmes valeurs entre une vitesse critique et Ouais, un, et un seuil de haut lactate, je pense que un truc que j'avais entendu qui résonne assez bien, c'est que la vitesse critique ou la puissance critique, si on le fait à vélo ou sur un ergo, c'est le bas du domaine sévère. Vu qu'on ouais, vient depuis le haut vers le bas, alors qu'un seuil 2, plutôt au niveau métabolique, par exemple au lactate, va Mm. venir depuis le bas, Exactement. Ouais. donc c'est le haut du domaine élevé. Et moi, sur mes données de test, quand j'avais mon 3 et mon 12 minutes, ma puissance critique sur vélo était calculée à 285 watts, alors que mon seuil de haut lactate était à 250. Et j'ai Ouais. clairement un profil puissant. Donc le Oui, delta ok. était assez conséquent. En plus de ça, j'avais pas beaucoup d'entraînement quand j'avais fait ces tests-là. On sait aussi que, et tu me corriges, mais est-ce que c'est juste de dire que plus ton niveau d'entraînement est élevé et plus ces deux, entre guillemets, ces deux seuils, mais ce seuil 2 un au lactate, un en vitesse critique va être rapproché ou pas nécessairement? Bah, après, je dirais, ça dépend de dans quoi tu t'entraînes. Je pense que si c'est sur Ouais. des disciplines longues, vu Je que parle tu du vas. long, ouais. Ouais. Ouais, bah du long, d'accord. Je pense du long parce qu'en fait, on va continuellement être sur des intensités qui seront pas forcément maximales ni au-dessus de VO2 max, par exemple, en termes de puissance, je parle. Mhm. Du coup, dans ce cas-là, on va très souvent pousser les seuils. Donc, on va toujours travailler par le bas. Et dans ce cas-là, on pourra revenir vers la puissance critique. Mais enfin, moi, par exemple, je travaille avec des athlètes qui doivent être forts sur 3 minutes d'effort. Et eux, bah, du coup, ils travaillent tellement haut tout le temps que dans tous les cas, eux, leur gap, il sera toujours élevé, en fait. Ouais, c'est Donc, ça. donc après, oui, c'est aussi une question d'entraînement.
mais c'est quel type d'entraînement, quoi. C'est aussi ça. Ouais, ouais. Ouais, mais de ce que je vois, oui, il y a tout le temps, il y a tout le temps un gap, il y a tout le temps un gap entre les deux. Ouais. Moi, je dois avoir 20 watts aussi, je crois, sur le vélo. Ça va être un truc comme ça. Ok. Parce que si naturellement, je suis puissant et du coup, bah voilà quoi. Mais après, bon, dès qu'on a un peu la théorie derrière ça, on sait que de toute façon, dans les entraînements, on va devoir travailler un peu en dessous, probablement la puissance critique pour éviter de faire péter le lactate dès le début, quoi. Et ça, après, voilà, c'est de la méthodologie d'entraînement pure et dure, quoi. Ok, donc tu nous as bien résumé le modèle de vitesse critique et à quoi il sert. On a parlé de ces tests de 3 et 12 minutes, et donc ça, c'est ensuite quelque chose qui va bien s'appliquer quand on est à plat. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on commence à changer de gradient Ouais. et comment on prend en compte ce changement de gradient dans le modèle de vitesse critique entre elles? Ouais, alors ça c'est assez complexe. Enfin, c'est assez complexe. Non, c'est pas très complexe en fait. Non. Euh, Déjà, quand on court à plat, on est naturellement, enfin, en termes optimal, on est assez économique. C'est-à-dire qu'on arrive à emmagasiner et restituer bien l'énergie élastique, c'est assez linéaire et on est capable d'avoir une représentation assez fidèle, on va dire, de la physiologie. Le problème, c'est que quand le gradient augmente, on va avoir moins d'énergie élastique, c'est-à-dire on va moins rebondir en gros, et naturellement l'économie va chuter. Ce qui veut dire que quand on va être sur des gradients très importants, et d'ailleurs c'est quand on marche par exemple, on va être enfin, potentiellement beaucoup moins économique. Et ça veut dire que la vitesse critique va évoluer en fonction du gradient. Donc, si par exemple on dit, OK, bah, tu as 16 km/h sur ton seuil 2 à plat, on ne pourra jamais dire tu as 16 km/h sur 5% de pente. Et ça, je pense que tout le monde a cette idée-là, quoi. Mhm. Du coup, théoriquement, pour chaque pourcentage de pente, on devrait réaliser un 3 et 12 minutes. Mais bon, mais bon, On a faut d'autres chats à être, fouetter, Rémi. faudrait me payer pour faire ce genre de protocole expérimental. Donc en gros, l'idée, c'est de se dire, bah, peut-être que si on arrive à faire un test sur, par exemple, un 15% de pente, un 15% de gradient et un 0,2% de gradient, donc à plat, on peut potentiellement avoir une courbe. euh, donc après, le modèle qu'on met à l'intérieur, ça va dépendre. Mais on peut C'est linéaire ou potentiellement... pas? Non, c'est pas enfin, moi, j'utilise pas linéaire simplement parce que l'économie est pas linéaire, en fait. Elle a une Ouais, relation... Du coup, j'estime que on ne devrait pas être linéaire. d'accord. Après, bon, voilà, ça se débat. Mais avec le Moxie, par exemple, mon modèle qui était pas linéaire fonctionnait pas trop mal. Donc, voilà. Et du coup, il faut se dire, à partir de ces deux valeurs-là, il faudrait qu'on bah, puisse tisser quelque chose entre les deux pour nous dire, bah, ma vitesse critique à 10% de pente, elle est de, je sais pas, 10 km/h, par exemple. Et plus j'augmente, bah, plus elle va baisser, parce que logique, hein. Et plus aussi on va être sur des gradients négatifs, plus elle va augmenter, mais jusqu'à un certain moment. Parce qu'à un moment Mhm. donné, et ça, les gens qui ont fait du trail le savent, c'est qu'on peut courir sur des petits gradients descendants, on se sent aller vite. Et plus ça commence à pencher, et plus on commence à faire des forces de braquage, parce que ça devient trop important. Et là, dans ce cas-là, notre vitesse critique, elle commence à remonter vers quelque chose de moins important. Donc on a une espèce de relation comme ça, là, en puissance un peu. Et du coup, on a notre relation entre la vitesse critique et le gradient de pente. Et pourquoi c'est important en trail? Bah parce qu'en trail, on est très rarement à 0% de pente. Et on a un parcours qui va osciller en termes de gradient. Et si on veut assez bien caractériser même l'entraînement, il faudrait se dire, bah, si on veut travailler au seuil, et bah, il faudrait se placer à la vitesse critique associée au gradient de pente spécifique. Mhm. Et même sur un travail VO2 max, par exemple. Et ça c'est un truc qui m'avait hyper bien intéressé aussi. Généralement, on dit aux athlètes, bah, tu vas me faire je sais pas, un 4 fois 5 minutes à une fréquence cardiaque de 180, par exemple. Donc les gars, ils vont y aller, ils vont partir en hard start, comme tout, comme tout le monde, quoi, pour monter direct au cardio. Sauf que là, le problème, c'est que la littérature nous dit que pour passer un maximum de temps à VO2 max, il ne faut pas forcément aller plus rapide que VO2 max. Mais si on reprend notre principe de vitesse critique, ça voudrait dire qu'il ne faut pas trop être probablement pas au-dessus de 120% de la vitesse critique. Et si tu commences à partir comme un bourrin en hard start, en fait, je pense que sur une durée de séance, tu vas limiter ton temps passé à VO2 max. Mhm. Et du coup, bah, encore une fois, le modèle de vitesse critique, je pense qu'il peut être bien pour justement dire, OK, bah là, tu es sur une pente qui fait 10%. Si tu dépasses 15 km/h, potentiellement, tu vas être au-dessus de VMA, on va dire.
au-dessus de VMA. Et du coup, tu vas pas maximiser ton temps passé à VO2 max parce que tu vas être constamment au-dessus, en fait. Constamment au-dessus, constamment au-dessus. Et forcément, puisqu'il y a une relation inverse entre intensité et volume, si tu es trop intense, le volume va baisser. Et je suis pas sûr que pour un trailer, ce soit avantageux de diminuer le volume de répétitions que tu peux faire à VO2 max. Vaut mieux maximiser le temps et le nombre de répétitions plutôt que l'intensité passée. Parce que la spécificité de l'épreuve, c'est de maintenir un temps important. Donc ça, c'est pareil, c'est des questions. Je me suis dit, mais pourquoi les gens, ils bourrent avec des 4 fois 5 minutes là? Et puis les trailers, voilà, on les voit, hein. Ils y vont, quoi. Ils y vont, ils donnent de leur âme. Donc voilà, tout ça pour dire que la vitesse au seuil va évoluer suivant le gradient de pente et que ce serait intéressant peut-être d'avoir une relation entre les deux, quoi. Et ça, tu as dit qu'il y avait de plus en plus de travail qui était fait là-dessus. Il y a Ouais. des papiers qui peuvent être trouvés sur PubMed et autres. Pas encore, il me semble pas, mais je sais qu'à Chambéry, au laboratoire, ils travaillent beaucoup là-dessus. Ils ont même fait Ouais. des modèles pour estimer la performance de Jim sur l'UTMB, par exemple. Ils travaillent aussi sur des stratégies de pacing directement pour voir. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils récoltent toutes les données Strava avec toutes les enfin les vitesses records en fait, sur des gradients différents. Mhm. Et ils plotent toutes les données partout, partout, avec les vitesses et tout. Et derrière, en fait, ils ont tellement un nuage important qu'ils peuvent prendre toute la courbe supérieure et avoir la vitesse critique en fonction du gradient. Et En gros, c'est un graphique qui va sur trois dimensions maintenant. exactement. Parce que t'as la dimension de la durée sur l'abscisse, donc sur l'axe des X. Tu as l'allure ou la vitesse Et le sur gradient. Ouais. l'ordonnée. Et après, tu as le gradient sur le troisième axe. Exactement, ouais. Ouais. Et tu arrives à voir, OK, c'est super intéressant. Ouais, et du coup, ils ont fait ça. Et après, c'est des gros geeks, hein, là. C'est des, c'est vraiment des tarés de la donnée. Déjà, pour Et, avoir deux dimensions sur un graphique, c'est pas toujours ah facile, ouais, mais ouais. pour aller Ah en ouais, non, rajouter mais un eux, c'est troisième, il faut des, vraiment c'est des vouloir. graphiques. Puis surtout que ils, euh, enfin, ils mettent la relation force-vitesse à l'intérieur des fois. Donc, enfin, c'est un chantier. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont la relation de la vitesse critique et après, ils sont capables de dire, bah voilà, pour cette course-là, ce serait mieux d'avoir ce pacing-là. Alors, évidemment, c'est dépendant aussi de la technicité, parce qu'on sait très bien que si tu descends même enfin, sur quelque chose qui est modéré, mais c'est super technique, bah tu vas pas courir à la vitesse critique. Donc après, il y a aussi un facteur de technicité probablement. Mais ça peut au moins guider et orienter le pacing potentiellement d'un athlète. Après, on sait très bien que les top 10, par exemple, bah, et peu importe, en fait, ils vont partir tous ensemble. Le pacing, de toute façon, ils sont tellement forts, les gars. Bof, hein. Mais par contre, d'un point de vue entraînement, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ces outils-là et essayer d'avoir essayer de calibrer un peu les zones en fonction et puis faire un truc pas trop déconnant, quoi. Une autre question que j'avais pour toi, c'est l'utilisation du stride comme capteur de puissance en course à pied. Euh, Où est-ce que tu penses que cet outil est applicable et intéressant et où est-ce que tu vois ses plus grandes limitations à l'heure actuelle? Alors, Stride. Par où J'aimerais commencer? ouais, j'aimerais qu'ils me répondent. Non, en fait, Stride, au même titre que la vitesse critique, dès que tu changes de gradient de pente, tu vas avoir une baisse de l'économie. Et je pense que la vitesse, par exemple, quand on a un stride, ceux qui ne savent pas, le stride, c'est un petit outil, un petit accéléromètre qui permet d'avoir la puissance. Donc théoriquement, d'extérieur, on peut se dire, bah, si on a la puissance, en fait, on peut monitorer nos entraînements en trail avec la puissance. Le problème, c'est qu'en fait, au même titre que la vitesse, lorsque l'économie change, la puissance critique va changer. Mhm. Et effectivement, je pense que Stride, à l'intérieur, ils ont utilisé des modèles avec énergie potentielle cinétique. Enfin, je sais qu'ils avaient publié un papier et tout, et je l'avais lu, mais ça reste quand même assez imprécis. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'ils ont mis dedans. Et je pense qu'à l'intérieur du modèle, ils ont pris en compte justement ce changement-là. En fait, à l'intérieur de l'accéléromètre, je pense que, sachant qu'il y a différentes directions, ils savent si tu montes ou si tu descends. Mhm. Donc, ils ont pu mettre ça à l'intérieur du modèle. Mais moi, la question que j'ai, c'est par exemple, si on compare moi et Kylian Jornet avec le même modèle, euh, moi, je suis pas aussi économique que lui. Ça veut dire que les variations de puissance critique, pour moi, peut-être c'est représentatif, mais pas pour lui, parce que lui, peut-être qu'il va être aussi économique sur 10% versus 0%, ou plus ou moins. Alors que moi, le moindre pourcentage de gradient, ça va m'influencer à mort. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que
comment en fait ils font à l'intérieur les modèles pour justement changer et faire évoluer la puissance qu'on a sur la montre en fonction du gradient. Et c'est pour ça que moi j'utilise la vitesse critique parce que la vitesse, personne ne peut la débattre, hein. La vitesse, c'est la vitesse. Alors que la puissance, c'est toujours dépendant d'un modèle, comme la vitesse ajustée à l'altitude, c'est Mhm. dépendant d'un modèle, Minetti, il y a plein de modèles qui ont permis d'avoir la vitesse ajustée à l'altitude, mais ça reste du modèle. Donc Stride, moi, de ce que j'observe, jusqu'à 8% de pente, ça, c'est bien. Après, moi, si je commence à essayer de regarder par rapport à mes vitesses ou quoi, et le lactate, par exemple, Stride devient imprécis, en fait. Stride devient imprécis. Donc, ouais, je me pose la question. Après, je pense que ça reste un outil qui est bien pour des courses peut-être qui sont en relief. Là, enfin, j'ai pas un athlète, c'est juste avec un gars. Denis, si tu m'écoutes, voilà. Il a utilisé le stride sur une de ses courses sur un trail et ça a super bien fonctionné parce qu'il savait que le gradient n'était pas non plus tout le temps extrême et qu'il pouvait se fier à la valeur. Mais par Mhm. exemple, dès qu'on marche en trail, en termes de puissance mécanique, on continue à en développer de manière importante, mais le stride ne le représente pas. Donc, euh, donc je pense que c'est bien jusqu'à environ 10% de pente, de gradient, et après, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, pour le plat, pour tous ceux qui font de la course à pied, du plat, ça peut être un bon outil. Ah, moi, j'utilise que ça, simplement parce que derrière, bah, tu sais, tu as les modèles de W' et tout. Mhm. Et globalement, ce qui te donne en termes de puissance critique versus la vitesse critique, c'est la même chose. Voilà, si par exemple, tu as un 300 watts en puissance critique et que ton 300 watts, il correspond à ta vitesse critique, enfin, normalement, c'est plus ou moins similaire. Et l'avantage, c'est que derrière, tu as des modèles W' et tout. Et moi, je préfère ces modèles-là. Le, Et dou- c'est. le- c'est Ouais. une question que je reçois assez souvent, soit sur Insta ou sur YouTube. C'est des gens qui essayent d'utiliser le modèle de vitesse critique et qui ont de la peine avec le concept de déprime. J'ai l'impression que le déprime, il est beaucoup moins évident à comprendre et à mettre en application que le W'. Ouais, il y en a un, c'est une distance et l'autre, déjà, c'est un temps. Moi, j'aime bien parce que je me dis, OK, W', j'utilise en vélo, je l'utilise en, en course à pied. Ouais. J'ai lu les papiers et tout sur des primes, je comprends le principe et tout, mais je sais pas, c'est un truc qui me parle pas trop. Puis après, pareil, la resynthèse de des primes et tout, enfin, c'est un. Moi, je me dis, hey, tu prends ton stride et tu cours, OK, et moi, je m'occupe d'analyse derrière, mais tu sais, je C'est t'occupe ça. pas. Parce que le truc, c'est que pareil, la plupart des plateformes, on l'a pas le déprime, donc on Mhm. sait pas trop enfin, si on est au-dessus de la puissance critique ou vitesse critique pour le coup, comment ça évolue. Donc moi, j'utilise que W'. Après, bon, il y en a, ils peuvent. Puis j'ai eu une discussion il y a pas si longtemps avec quelqu'un qui voulait en sport collectif utiliser le déprime. Je dis, ouah, arrête. Je dis, arrête. Ah non, me parle pas de ça, ça me donne mal à la tête. Mais Ouais, ça, c'est compliqué. Ça en est. Tu sais où ça en est? T'as creusé récemment tout ce qui est du W' balance et de ces modèles de resynthèse de Mm. récupération? Ou pas récemment? Ouais, non, pas trop trop. Moi, j'étais Ok. resté sur Skiba et puis Ouais, ouais, c'est ça. voilà, je suis. Après, c'est vrai que en fait, je trouve que si maintenant le modèle, même si potentiellement il est imprécis, on va dire par rapport à la resynthèse ou quoi, je l'utilise tellement constamment que je me dis, allez, vas-y, l'erreur, je vais la lisser. Mhm. Je vais la lisser parce que je serai quand même régulier dans mon erreur, donc je pense que c'est bien. Mais non, non, j'ai pas regardé tous les papiers. J'étais resté sur Skiba avec la déplétion et les modèles intérieurs, quoi. Ouais, c'est pas un modèle, d'après ce que je comprends, c'est pas un modèle qui est simple déjà. Et il semblerait avoir une variation entre les individus qui est importante aussi sur cette vitesse de récupération. En gros, donc là, on parlait du W', qui est la quantité de travail véritablement Ouais, que tu peux effectuer quand tu es dans le rouge, quand tu es à haute intensité, en dessus de cette puissance critique. Et il y a des modèles qui te permettent de calculer ben, quand tu redescends en dessous de cette puissance critique à quelle vitesse tu vas recomposer en fait ce compte épargne que tu as commencé à ouais, utiliser quand tu étais là-haut. Mais je trouve ça assez fascinant qu'on en soit un peu à la croisée des chemins justement entre ces modèles mathématiques qui arrivent mm, à être pas trop éloignés quand même de ce qui se fait sur le terrain et la physiologie humaine qui est quand même quelque chose d'infiniment complexe qu'on n'arrivera jamais à complètement comprendre. Mais il y a ces modèles autant externes que internes, si j'ose les appeler ouais, comme c'est ça, ça. qui tendent à se rapprocher d'assez près, quoi. Ouais, après, ça reste du modèle, tu vois, là.
je continue à entraîner pas mal en escalade et j'avais fait des testings. Alors là, je pars à l'opposé, mais tu vas comprendre pourquoi. Mais je regardais bah, les vitesses de désaturation et aussi les vitesses de réplétion, enfin voilà, de resynthèse plutôt. Avec le Moxie. Ouais. Ouais, ouais, c'était le train rate, c'était pas le Moxie, Ok. mais parce que la fréquence d'acquisition était plus importante. Et Ouais. en fait, j'observais des variations entre les athlètes de vitesse de resynthèse hyper importantes. J'avais des Mm. athlètes qui pouvaient resaturer en 2 secondes quasi 50% de ce qu'ils avaient perdu avant. Et je me dis, mais forcément, sachant que les modèles, par exemple, de W', c'est basé sur la resynthèse de la PCR post-exercice avec leur modèle, je sais plus, c'est mono-exponentiel ou je sais plus quoi là, sur la resynthèse. Je me dis forcément il y a un lien entre les deux. Enfin, à un moment donné, si le Moxie il me dit que ça remonte vite, c'est que potentiellement tu es en train de refaire tous les stocks de PCR, donc tu es en train de remonter W'. Donc si en plus j'ai de la variation interindividuelle, ça veut dire que ce comportement-là, il n'est pas fixe. Mm. Et d'ailleurs, en escalade, moi, des fois, je gère les périodes de récupération entre les contractions à partir de ça. Parce que je me dis, Mm. bah, lui, il a tout intérêt à ce que je lui pince la récup et pas lui, parce que lui, il est mauvais. Donc après, je pense que les modèles de W', ouais, en fait, c'est toujours ça. Et je pense que l'entraînement, c'est ça qui est beau, c'est qu'il faut combiner l'externe avec l'interne. Ouais. Sinon si tu es un pur biomécanicien, tu n'iras jamais très loin. Et en même temps, si tu es full physio, à un moment donné, la mécanique, c'est aussi important parce que voilà, ce que tu appuies sur les pédales, ça reste discriminant des fois. Donc, donc ouais, c'est essayer de lier les deux, quoi. Au mieux qu'on, enfin voilà, au mieux qu'on peut, quoi. Ouais, souvent les gens ils veulent le ou, mais en fait il faut Ouais. leur donner le et parce Ah oui. que c'est et on en revient aux 3 P de Steven Seiler, performance, perception, physiologie. Mm. Et pourquoi en choisir deux alors que tu pourrais en avoir trois? La perception, on l'a tous, alors certains plus que d'autres, mais ça se travaille. Et après, ben, si tu as le choix d'avoir les deux autres, autant les avoir parce qu'au final, ça te permettra d'avoir un regard sur ton entraînement qui est plus holistique, qui est plus global et certainement, au final, tu l'as dit, hein, même avec des modèles imprécis, si tu les utilises assez souvent, tu sais Ouais. quand et où ils sont imprécis et tu peux corriger ces erreurs-là Ouais. via la pratique, mais il faut connaître le modèle déjà à la base. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, des fois, je trouve que combiner les indicateurs, c'est aussi une bonne chose. Il y en a, ça les submerge de données. Après, on leur a pas demandé d'analyser toutes les données, hein. Mais je trouve que, enfin, en tout cas, de plus en plus, j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux. Là, tu vois, récemment, on a fait un. Enfin, je suis allé voir un athlète qui a fait des séances de RSH, là, donc des sprints en hypoxie. Et Ouais, on avait les moxie, on regardait la puissance aussi développée, parce que les deux sont importants. Et c'est là, tu dis, OK, bon, maintenant, on va regarder aussi le protocole d'échauffement. ouais, Protocole d'échauffement en termes de perception de l'athlète par rapport à son protocole, mais aussi en termes physio, parce que c'est important, sur le moxie et tout, principalement. Et c'est là où tu dis, ah ouais, c'est beau quand même. On arrive, on arrive à tout combiner là. Après, est-ce qu'on va ressortir quelque chose de convaincant? Ça, c'est une autre question, mais c'est bien, je trouve, de combiner les indicateurs quoi, pour avoir une bonne représentation. Je pense que c'est ça le secret, hein. ouais, absolument. Est-ce que tu te souviens comment tu as découvert ce podcast? Tu l'as peut-être trouvé sur YouTube ou quelqu'un l'a partagé sur Insta. Quoi qu'il en soit, je voulais te remercier pour ton soutien. Continue à écouter les épisodes qui t'intéressent et pour passer le témoin au suivant, prends quelques instants pour partager l'épisode. De cette manière, tu aideras la communauté à grandir et permettras à d'autres sportifs, athlètes ou coachs comme toi de découvrir le podcast. On a passé un petit peu de temps sur le seuil 2 avec toutes ces Ouais, discussions de vitesse, de puissance critique ouais. et même de lactate. Parlons un petit peu de durabilité maintenant. Si on parle durabilité et que tu devais l'expliquer en relation avec les seuils, qu'est-ce que tu dirais? Euh, Par rapport au seuil, bah, si on faisait simple par rapport au seuil, la durabilité, déjà, c'est une notion euh, qui rajoute la dimension de temps. Donc ça, c'est hyper important parce que si directement on voulait bâcher un peu tous les protocoles expérimentaux qu'on voit et toutes les études, c'est-à-dire que le facteur durabilité, c'est-à-dire cette capacité à maintenir un effort très longtemps, on ne l'a pas toujours dans les protocoles. Donc Hmm. déjà, quand on essaie de calquer les protocoles, il faut faire attention à ça, parce que des fois, la spécificité de l'épreuve, c'est de durer pendant très longtemps. Et après, en termes de seuil, pour moi, la définition de la durabilité, c'est cette capacité à limiter la diminution de la production de vitesse ou de puissance sur une durée, quoi. Parce qu'on sait très bien que plus tu vas durer dans le temps, plus généralement la charge interne, donc c'est-à-dire
les indicateurs physio internes vont avoir une tendance à l'augmentation, c'est-à-dire que tu vas augmenter en fait la fatigue. Et du coup, en contrepartie, le corps il est assez intelligent pour dire à un moment, je vais diminuer la puissance et la vitesse parce que là, j'en peux plus. Donc, c'est essayer de diminuer au maximum cette cinétique-là et en tout cas de repousser surtout le moment où ça va arriver parce que ça va toujours arriver, mais ça n'arrive pas pour tout le monde, pour tous les athlètes. Et c'est pour moi un des facteurs, si ce n'est le plus discriminant sur la longue distance. Parce qu'à facteur égal sur les seuils qu'on peut déterminer classiquement sur des tests incrémentaux, ce qui va faire la différence, c'est quelle va être la tête de ton seuil dans 3 heures. Parce que c'est toujours cool d'avoir un bon seuil sur un test de 15 minutes, slash vitesse critique. Mais comment elle évolue après 3 heures d'effort. Donc, cette durabilité-là, et c'est entraînable, c'est un facteur qui est absolument crucial sur de la longue distance, ouais, c'est sûr. Quand tu dis longue distance, est-ce que pour toi, il y a un temps d'effort qui va être justement Ouais. un pivot de nouveau entre en dessous, c'est moins important et dès qu'on dépasse ça, ça devient quand même beaucoup plus important? En fait, non, je pense pas. Je pense que la durabilité, en fait, elle peut s'exprimer sur un peu toutes les intensités. Après, voilà, faut pas aller sur les extrêmes. Je pense sous 10 km. C'est d'ailleurs pour ça que tu peux t'en sortir avec des volumes hebdomadaires qui sont peut-être pas extrêmes, parce que tu vas compenser un peu. Par contre, arriver, on va dire, au bout de plus d'1 heure d'effort, je pense que ce facteur durabilité, en fait, tu vas l'avoir sur des puissances qui seront beaucoup plus importantes, mais ce sera toujours une question de limiter la baisse, en fait, au Ouais. maximum. Donc je pense, ouais, même enfin, sur le marathon, par exemple, c'est un facteur qui est absolument discriminant, quoi. Et on sait, par exemple, que les meilleurs athlètes sont les personnes qui ont le découplage le plus faible. Et voilà, pour rappel, le découplage, c'est la relation que tu as entre la charge interne, donc les facteurs physio, la fatigue, etc., et la charge externe, ça veut dire la vitesse. Donc en gros, généralement, ceux qui performent le moins, c'est ceux qui ont une différence de malade entre le début et la fin, quoi, parce que justement, ils sont peu durables. Donc c'est un facteur de performance, je pense, et plus la discipline est longue, et plus ça devient un facteur discriminant, ça, c'est sûr, c'est Ouais, certain. c'est super intéressant cette notion de découplage, comme tu l'as dit, hein, au final, plus l'effort devient long, plus tes seuils ils baissent. Si on Ouais. regarde le spectre d'intensité et qu'on place tes seuils frais ou au repos, ensuite on regarde dans 2 heures, dans 3 heures, dans 5 heures, bah, au fur et à mesure ils vont baisser, ce qui fait que pour une vitesse ou pour une allure, pour une puissance égale, eh ben, le coût que ça a hein, au niveau interne augmente et augmente et augmente. Ce qui est intéressant parce que le parallèle que je vois, et alors ce n'est pas un directement, mais conceptuellement, c'est un petit peu le cas aussi, et je serais intéressé d'avoir ton avis là-dessus, c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec l'intensité. Ce que je veux dire par là, c'est que plus tu montes en intensité, moins ton corps il est efficient dans sa manière de recycler l'énergie, et plus ça lui coûte au final. Pour un travail qui, lui, monte peut-être de manière linéaire, mais la charge interne ne monte pas du tout de manière linéaire. Ah bah oui, oui, ça c'est certain, ouais. Et après, tu voulais parler en termes de méthodologie d'entraînement ou Parlons un petit peu de méthodologie d'entraînement. Avant ça, est-ce que tu as investigué un petit peu les facteurs déterminants au niveau physiologique de cette durabilité? franchement le seuil 1. Ouais, c'est Mais ça. de tout ce que je vois là, je discutais avec un trailer qui voulait justement augmenter ce facteur de durabilité. Et après, enfin, tu peux avoir des stratégies d'entraînement, mais de ce que je vois, mais même sur l'ultra et sur le trail, les meilleurs, c'est ceux qui ont un SV1 à 80% de VO2 max, quoi. Enfin, voilà, c'est ceux qui sont très, 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 très élevés. Et, euh, et, et voilà, quoi. C'est que du coup, eux, ils peuvent maintenir une vitesse parce que théoriquement, sous le premier seuil, on va être sujet à la fatigue, mais quand même un peu moins, de manière moins drastique. Donc bah, évidemment, la stratégie, ça va être de pousser le premier seuil très très haut, quoi. Et puis potentiellement aussi pousser le deuxième très très haut, sachant que de toute façon, ils ont plafonné VO2 max. Donc au pire. Mm. Et pour moi, ouais, c'est un facteur qui est déterminant. Après, je pense que la force, c'est aussi un facteur qui est déterminant. Après, la force, ça ne veut pas dire je vais à la salle, hein. Quand je parle de force, c'est aussi la capacité à produire une certaine charge externe sur fatigue. Moi, je considère que c'est de la force. Enfin, c'est aussi une capacité à repousser la fatigue. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, pour moi, c'est la première chose. Seuil 1. La Ouais, typologie de l'athlète, tu penses que, j'imagine typologie. que ça a quand même une grosse une typologie musculaire si tu as un athlète plutôt type Ouais, les 1 ou fibres. type 2?
Ouais, ouais, bah, Lievens, quoi. C'est c'est les recherches de Lievens. Mais oui, bah, forcément, en fait, déjà, je pense que déjà la typologie, elle va dicter ta capacité à récupérer de séances intenses, ton volume Ouais. hebdomadaire. Mm. En fait, ça va guider déjà plein de facteurs qui sont indirectement liés au sodium. Et en plus de ça, à l'intérieur de l'activité, potentiellement, si tu as pas mal de fibres oxydatives, ça va te permettre de pousser ton seuil 1. Pour l'endurance, honnêtement, ça t'as tout intérêt. Après, ça ne veut pas dire que les fibres de type 2, elles sont pas importantes, parce que sur fatigue, tu vas les recruter et c'est bien de les travailler aussi. Mais en trail, avec les descentes et tout, je m'en fais pas trop. Ouais, je pense la typologie, forcément, ouais. Typologie, seuil 1. À mon avis, euh, c'est clairement les plus importants. Et c'est quelque chose que j'avais vu il y a un petit moment déjà, justement, en commençant à investiguer un peu ce sujet de la durabilité qui est vraiment un peu au centre de la conversation ces derniers temps dans ouais, plusieurs sports. Et ouais, il semblerait que notamment le volume d'entraînement en dessous du seuil 1 soit un déterminant toujours. important en gros, d'avoir un décrément de performance entre ton état frais et ton état fatigué Hmm. qui est moins important. Bah, tu l'as mentionné avant, allons-y gaiement quand on parle de développer cette résistance à la fatigue. Qu'est-ce qui fonctionne? Et peut-être prenons deux exemples un petit peu opposés l'un de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est prends un athlète plutôt typé 1, endurant, assez fin, peu de masse musculaire. Quelle stratégie tu utiliserais pour développer sa résistance à la fatigue? Et après, on prend un athlète type 2, super puissant, très musculeux, prenons CrossFit par exemple, Ouais. qui, on le sait, va pas tolérer la même charge de volume, va pas récupérer aussi bien. Et si tu pouvais décrire ton approche pour ces deux profils un petit peu opposés. Euh, Il n'a rien alors. préparé, je lui ai pas donné ça avant Ah les ouais, gars, non, donc là, il il est. me balance un truc. Parce qu'en fait, je me dis, dans les deux sens, j'ai deux stratégies, mais dans les deux sens, on peut avoir les plus et les moins. Ouais, Mais bon, après, il y a la méthodologie de base, faire des séances longues, basse intensité, pour juste, en fait, s'exposer à de la longue durée. C'est une manière voilà, très simple. Physiologiquement, en termes de filière énergétique, on va s'exposer à de la déplétion glycogénique, à tout ce qui permet d'augmenter la durabilité. Et juste, en fait, s'exposer, juste s'exposer. Des fois, je dis, c'est pas des fois plus compliqué que juste faire le truc, quoi. ouais, tu veux être bon sur 2 heures d'effort, bah, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire 2 heures d'effort parce que sinon, tu peux faire du Tabata sur 15 minutes, mais bon, ça va peut-être pas t'emmener sur 2 heures. Après, moi, j'ai tendance à avoir des stratégies un peu qui sont pas très intuitives, c'est-à-dire que sur des séances, moi, je suis assez fan de me dire, OK, bah, mon athlète, dans quoi il veut performer? Donc là, on va dire CrossFit ou longue distance, par exemple. Quelle est la spécificité, quelle est la demande? Donc après, je regarde. Par exemple, dans le trail, moi, ce que je fais, c'est OK, bah, tu vas courir combien de temps? Quelle intensité? Quel est le dénivelé positif? Quel est le dénivelé négatif? Et après, je me dis, bah, comment je peux me rapprocher de ça et comment je peux représenter ça? Donc, imaginons que ça va être 3 heures d'effort. Et ce que je fais avec mes athlètes pour améliorer le facteur durabilité, c'est que je peux faire, par exemple, 2 heures de très basse intensité, vraiment extrêmement basse intensité. Et sur la dernière heure, je peux commencer à mettre de la haute intensité. C'est-à-dire que là, bah, tu vas profiter de tes 2 premières heures où tu vas travailler potentiellement plus le système oxydatif, système aérobie, et puis bah, mine de rien, tu vas avoir quand même de la déplétion glycogénique parce que faut pas croire que tout, voilà, en termes de substrat, t'es que acide gras, machin. Et ensuite, tu vas travailler le système enfin, sur fatigue en fait. Et tu peux travailler sur de la très haute intensité. Moi, il y a des athlètes, je leur fais ça. Aussi, les cyclistes. Il y a un cycliste, je lui fais faire ça parce que bah, c'est aussi la spécificité du vélo, finir très fort. Mhm. Euh, et voilà, et après, suivant la discipline, bah, si c'est du trail, ce sera souvent du travail au niveau du seuil ou un peu en dessous très longtemps. Mais toujours se dire, OK, pour travailler le facteur durabilité, il faut travailler potentiellement sur fatigue et avoir un output, donc une puissance ou une vitesse à la fin de mon exercice qui est plus importante que celle au début. Et c'est même le principe des progressive runs qu'au Kenya ils font tout le temps, que Kylian Jornet fait tout le temps. C'est parce qu'en fait, tu vas augmenter la charge externe et potentiellement aussi la charge interne, hein, ça c'est certain. Mais du coup, tu vas travailler sur fatigue, etc. D'ailleurs, un truc intéressant par rapport à ça, mais Monder, là, qui travaille beaucoup sur la durabilité, Mhm. il a vu que sur fatigue, le seuil 1 baissait en termes de puissance.
mais aussi que la fréquence cardiaque associée au seuil augmentait. Ça veut dire que si en gros, sur mon premier seuil, j'ai 150, si je reteste mon seuil à la fin de mon effort, je peux avoir 160. Mhm. Ce qui veut dire que des fois, quand on dérive pendant une séance d'entraînement, on pourrait se dire, ah ouais, mais je suis plus dans ma zone 2 ou ma zone 3. En fait, si, peut-être. En fait, si, peut-être. Ça veut dire que moi, j'ai changé un peu mon avis sur le découplage D'accord. et sur, parce que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, si les seuils ils changent et que ma fréquence cardiaque est plus importante, ça veut dire que je suis encore dans ma zone 2, ça se trouve, ou ma zone 3. Mhm. Donc des Ouais, fois, d'accord. ouais, mais ça, Je je vois, me ouais, suis dit ouais, il n'y je a vois pas ce que si tu veux dire. longtemps. Je vois ce Et, que tu veux dire. et j'ai un athlète qui me dit, mais là, je découple, j'ai 15 battements. Je dis, ouais, mais ça se trouve, ton seuil, il a pris 15 battements aussi. Donc ça, pareil, c'est des logiques où je me dis peut-être que en fait, dériver dans une séance, ça peut améliorer la durabilité, même si la charge interne augmente. Donc, ouais, si l'objectif de la séance ou un des objectifs est la durabilité, le fait de dériver n'est pas Ouais, nécessairement un non. signe que c'était une mauvaise séance ou que était mal faite ou mal Ouais. planifiée ou quoi que ce Ouais, soit. ouais, je pense même que ce soit au seuil 1 ou quoi, dériver, je pense que c'est pas toujours un mauvais truc. Mais toujours, ouais, l'idée de peut-être mettre à la fin de sa séance d'entraînement quelque chose de plus intense. Mhm. Ça, c'est une des stratégies que je fais quasiment tout le temps. Et généralement, je combine. Alors là, ça va peut-être en faire crisser quelqu'un, mais je combine volume et intensité dans la même séance. Ouh là là, Parce que. Ouais, comment oses-tu, Rémi? comment, ouais. Vraiment, en fait, moi, je suis un dingue de me dire quelle est la demande, comment répliquer la demande. C'est à un moment donné, je sais pas, t'as un gars qui fait de l'Ironman. Enfin, tu vas pas faire juste de l'intensité, juste de volume. À un moment donné, il faut mettre les deux, quoi. C'est Donc, ça. faut mettre les deux et en plus assez intense. Donc, ouais, j'essaie d'avoir quelque chose de très progressif souvent. Donc, je fais basse intensité au début et haute intensité à la fin. Très peu l'inverse, bizarrement. Ça se débat. Je sais que Mounder, il a dit qu'il fallait faire l'inverse dans une des interviews que j'avais entendues. Mais ouais, ça se débat même d'un point de vue physio. Bon, on pourrait parler de Inigo et de système aéro et tout. Donc ça, c'est la première stratégie et je ferai ça pour tous les athlètes, peut-être de la typo lente, typée endurance. Mhm. De toute façon, les deux, ils peuvent bien tolérer, je pense. Mais, euh, mais je pense que les fibres de type 1, ils vont assez bien récupérer de ce genre de modalité. Parce que même sur fatigue, en fait, ils peuvent faire de la haute intensité. Ils ont déjà un pool de fibres de type 1 enfin, super bien préparé. Donc, même s'ils recrutent leur fibre de type 2, etc., je pense qu'ils vont récupérer assez bien de ce genre de modalité. Alors que sur un profil plus puissant, ça va être quand même assez drainant. Ouais. Parce que, en fait, potentiellement, dès le début, en fait, ils vont commencer à recruter sur de la fatigue. Imaginons que je refais la même chose sur quelqu'un de plus musculé, plus puissant. Ça se trouve, dès la deuxième heure, il va commencer à être vraiment fatigué, à avoir un gros delta. Et ça veut dire que sur la dernière heure, je vais lui mettre une charge. Et lui, en termes de récupération, ça va être très compliqué. Donc peut-être que pour eux, je ferai l'inverse. C'est-à-dire que je ferai de la très haute intensité au début. Et après, je ferai une heure peut-être de basse intensité. Puis en plus, je pense que tu as l'avantage sur le système nerveux, etc. Donc comme ça, tu fais un bon retour. Et au moins, tu as fait ton premier bloc de haute intensité. En plus, naturellement, tu es bon là-dedans. Donc tu peux mettre un maximum d'output. Et après, tu fais ta durabilité. Après, encore une fois, ça va dépendre si dans le CrossFit, il a une demande de très haute intensité à la fin. Après, je sais pas, j'ai l'impression que c'est tout le temps très intense de toute façon. Mais, Pas vraiment de mais, demi-mesure. ouais, voilà. Après, je pense on peut gérer le truc, mais c'est vrai que la typologie, moi, je la prends pas forcément tout le temps en compte. Mais indirectement, je vois la cinétique de récupération des athlètes. Donc, mais ouais, potentiellement, ouais. Après, ceux qui ont des types de fibres 1, en vrai, tu peux leur mettre n'importe quoi, je pense. Ouais, c'est ça. Et à part peut-être des Wingate tous les jours, et ça, Ouais, en ouais, général, ils aiment moyennement ce genre d'effort. ouais. Euh, mais ouais, c'est quelque chose auquel je me suis réintéressé un petit peu récemment, justement, cette typologie musculaire. Et un truc que j'ai remarqué, que j'ai trouvé fascinant, après je te donnerai la parole parce que tu es là pour Hmm. parler, pas moi, Ah non, non, vas-y. c'est que l'humain semble être l'espèce qui a le plus de variabilité au niveau de cette typologie musculaire. Avec en gros, ça va du 80-20 en termes enfin, type 1, type 2 à 20-80. Donc c'est vraiment extrême comme répartition. Tu as des gens qui sont vraiment super d'un côté, d'autres super de l'autre. Bien sûr, la plupart des gens tombent à peu près au milieu, mais il y a quand même une prédisposition génétique à certains types d'efforts qui est conséquente et qu'il ne faut pas négliger. Voilà, parenthèse refermée. Maintenant, passons à la suite. J'ai vraiment aimé à part ça ce que tu as dit sur le découplage cardiaque. Ah, ça, Euh, c'est. Moi, enfin, récemment, quand j'ai entendu ça,
Enfin, quand j'ai lu le papier, j'ai vu que VT1 baissait et tout, je dis ouais, ça, ok. Et puis j'ai vu la fréquence cardiaque, je dis mais attends, mais si elle est supérieure, ça veut dire que leur histoire de découplage, là, c'est. Et en fait, Ouais, même tous les papiers sur le découplage, tu pourrais te dire, bah, ok, c'est cool. Du coup, tu vas utiliser tes valeurs que tu as eu très frais du découplage. Mais en fait, tu sais pas le seuil qu'il y a eu à la fin parce que tu l'as pas testé. Donc, tu n'es ouais. pas capable de dire s'il a vraiment changé de zone. Et du coup, ça m'a fait changer un peu. Et c'est vrai que maintenant, la fréquence cardiaque, des fois, sur les sorties très longues, je regarde un peu moins, quoi. Ah, de manière générale, je dirais que plus, alors pour toi qui bosses beaucoup en trail, je pense que ça reste un indicateur qui peut être intéressant et vu que tu n'as pas vraiment Oui, de oui. l'allure fixe, etc., ça complexifie un peu les choses, mais plus j'avance, plus j'ai l'impression que la fréquence cardiaque, elle est tellement pas, on va dire, fiable de jour en jour, il y a tellement de variations possibles, à moins de, à moins d'avoir un environnement d'entraînement et de vie qui est tellement calé, qui est tellement sain à la Hmm. Nils van der Poel, où tu sais que si tu as 5 battements de Ouais. moins, bah, tu arrêtes ta séance et tu prends 2 jours de repos. Mais au final, pour nous, le commun des mortels, dans quelle mesure justement on peut véritablement se reposer sur cette fréquence cardiaque de jour en jour? Ouais, ouais. Ah, c'est compliqué. Après, ça peut quand même rester un indice à regarder. Enfin, là, j'ai un athlète, il avait même un découp. Enfin, il était vraiment, vraiment bon. C'était bah, c'était même pas un athlète, c'est un gars avec qui je discute pas mal, mais il avait même un découplage négatif sur une séance qu'il avait faite très, très longue. Et je pense que c'était vraiment qu'il était très, très. Enfin, d'un point de vue aéro, il devait être vraiment, vraiment bien. Et il était très, très en forme. Il venait de sortir d'un bloc. Et je pense que ça reste quand même un indicateur qui te montre que, bon, après, il était peut-être aussi fatigué, hein, je dis pas, hein, ça se trouve, il est fatigué et puis le cœur, il reste très bas. Mais ça peut rester un indicateur. Après, voilà, faut le nuancer, surtout par rapport à cette histoire de durabilité, quoi. Est-ce que tu savais qu'il existe une application 100% gratuite qui te permet de planifier et de suivre tes entraînements sur le rameur, le ski erg et le bike erg? Si tu veux en apprendre plus sur comment optimiser tes entraînements et ceux de tes clients, je t'ai préparé une formation gratuite avec plus d'1 heure et demie de contenu théorique et pratique. Clique sur le lien dans la description pour rejoindre plus de 2000 élèves déjà formés. J'ai 2 sujets, Rémi, que je veux aborder encore avec toi. T'as combien de temps encore là? Ah Parce que bah je moi, t'avais c'est bon, je là. t'avais pas demandé au départ. Il fait nuit de toute façon. Donc, De toute façon, il n'y a plus rien à faire, alors discutons. Euh, exactement. un truc que je voulais aborder avec toi, c'est l'entraînement en chaleur. Je sais que c'est quelque chose que... Alors, tu viens de sortir la formation bah, aujourd'hui même, hein, le jour où on enregistre le podcast. C'est hier déjà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on mettra le lien dans la description et allez checker la super formation que Rémi vient de sortir. Parle-nous un petit peu de déjà pourquoi tu t'y es intéressé et qu'est-ce que ça apporte vraiment. Ouah, pourquoi je m'y suis intéressé? Alors, ouais, je sais pas. Bah, déjà, j'ai regardé la littérature, ça m'intéressait. Ça Mhm. m'intéressait un max. Je me dis, mais comment c'est possible euh, de booster la masse en hémoglobine alors que c'est de la chaleur et puis pour moi, c'était vraiment des bénéfices que tu avais que en altitude. Déjà, j'ai regardé la littérature. Puis après, de plus en plus, je voyais des protocoles et tout. Je voyais les capteurs de tous les côtés. Je me dis, non, il y a quand même un truc. Il y a un truc qui est pas normal. Et du coup, bah, ouais, je me suis intéressé. Alors, j'ai commencé à faire des protocoles et je me souviens, c'était l'année dernière, je crois. Je sais plus quelle course je préparais. Je crois que c'était un triathlon. C'était triathlon de Carcan, je crois. Et j'avais fait beaucoup de séances en chaleur, mais inconsciemment, en fait, j'avais pas trop d'idée de la chaleur. Et j'avais vraiment l'impression que ça m'avait aidé. Alors, Ok. c'était peut-être placebo, hein, il n'y a pas de. Mais en tout cas, ça m'avait aidé. C'était peut-être placebo, mais ça m'avait aidé. Ouais. Et là, ouais, il y a 3 mois, je me suis dit, ouais, non, mais il y a vraiment un truc à aller voir. Et du coup, bah, j'ai fait un bloc d'abord d'entraînement en chaleur. Donc, je me suis entraîné par rapport au protocole qu'il y avait à disposition et tout, Mhm. sans capteur, sans rien. Et puis après, j'ai regardé, après, j'ai acheté les capteurs et tout, température, j'ai essayé de comparer un peu. Et j'ai vraiment approfondi le truc. J'ai refait des blocs en chaleur ouais, pour voir l'histoire de tolérance à la chaleur, l'histoire aussi bah, d'économie, d'efficience, hein, parce que ça permet aussi ça. Le temps de maintien, on parlait de durabilité tout à l'heure, et en fait, on s'aperçoit sur la littérature en chaleur que ça influence énormément ce temps de maintien. Pas trop Ok. la puissance, bizarrement, pas trop Ouais. l'output, pas trop mais en fait, c'est aussi normal, mais beaucoup de temps de maintien. Mhm. Et du coup, ouais, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment intéressé, quoi. Vraiment intéressé. Et du coup, généralement, je passe des heures après. Comment, alors, on va se plonger dans ces protocoles chaleur, on va se plonger dans l'intérêt que ça a, etc.
quand tu tombes sur un sujet comme ça qui commence à Ouais. t'intéresser, et ça, c'est une question qui est très personnelle pour moi parce que ça me fascine aussi d'apprendre comment les Ouais. autres apprennent. Comment toi, tu te plonges dedans? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les premières étapes quand tu entreprends de découvrir un nouveau sujet comme celui-ci? Ouais, alors moi, je suis assez binaire, je pense. C'est-à-dire que peu importe ce que les autres, enfin si, je suis influencé forcément par ce que les autres font un peu, mais tant que je ne l'ai pas décidé, je ne vais pas m'investir à 100% dans un truc. Mhm. Mais par contre, dès que je plonge dedans, généralement, c'est constamment, quoi. Je peux passer, en 2 jours, je peux passer 15 heures sur le sujet. Et après, en fait, je fais comme tout le monde, hein. Moi, je tombe sur une vidéo YouTube, hein, et je vais être très honnête, hein. Je tombe sur une vidéo ou quoi, je sais pas. C'est vrai qu'à un moment donné, je voyais tous les protocoles, je voyais les photos, même sur Insta, là, les Norvégiens qui faisaient des trucs en chaleur. Je voyais les capteurs corps, ils en foutaient sur les poignets. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec... Enfin, il y a un truc que j'ai dû Ils louper sont parce que, sponsors ou quoi? ouais, j'ai dit, non, mais ils se mettent même des capteurs sur le front, ils font du métabolisme de base. Je me dis, mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pas possible. Et c'est là où après, bah voilà, je mets Hit Training sur Google Scholar, puis après, je regarde partout, puis je regarde enfin, j'écoute des podcasts, j'écoute des trucs, je regarde les chercheurs, je regarde comment ça fonctionne, les mécanismes physio derrière. Et puis après, voilà, petit à petit, je cherche, je récolte. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je sors des programmes ou des formations, c'est que je passe tellement de temps à récolter les informations que je me dis, mais pourquoi je prépare un truc? Parce que tant qu'à faire, autant. Et du coup, bah, je récolte et après, je teste aussi. Là, on voit pas, mais là, il y a le home trainer et je me mets des grosses charges tout seul dans l'appart en chaleur. Et après, voilà, je mets le Moxie, je teste, je regarde si ça améliore des paramètres physio et puis voilà quoi. Ça, Mais ça t'as pu voir des changements intéressants au niveau du Moxie sur l'adaptation au chaud? non, pas réellement. Au niveau Ok. du Moxie, au niveau périphérique, j'ai pas vu grand-chose, même pour des fréquences cardiaques qui avaient tendance à augmenter, j'ai pas vu de. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les protocoles de chaleur, c'est généralement pas de la haute intensité, c'est de la basse intensité. Du coup, ça reste des cinétiques de SMO2 qui sont quand même assez stables. Ouais. Mais par contre, en post-entraînement, j'ai boosté le temps de maintien. Bah, là, c'était sur le test, mais j'ai boosté de 11 minutes. Mais, Ok. euh, mais ouais, et puis pareil, la tolérance à la chaleur, et au moment en fait où ton 39 degrés, par exemple, il arrive, ça a été repoussé. Mhm. Donc, et même d'un point de vue littérature, ce qu'on voit, c'est que déjà, on ne sait pas tout le temps si ça fonctionne, le protocole en chaleur. Comme l'altitude, en fait, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça semble pas augmenter forcément les paramètres de vitesse ou de VO2 max, mais ça paraît évident parce que les protocoles sont basse intensité au final. Donc on Mhm. s'expose pas forcément tout le temps à VO2 max. Mhm. Par contre, le temps de maintien, il est boosté. C'est-à-dire, on tient souvent plus longtemps. Et donc, ça, après, bon, j'ai plein d'hypothèses par rapport à ça, mais ouais, c'est un des trucs, en tout cas, où moi, je l'ai vu et je l'ai mis dans le programme, hein. Donc, je fais la séance et j'ai des cinétiques de fréquence cardiaque et de température corporelle qui sont repoussés un peu plus dans le temps, quoi. Donc, c'est 11 minutes, mais c'était 11 minutes sur 1 heure. Donc, en termes de pourcentage, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est assez intéressant. Parle-nous un peu de tes hypothèses. J'aime bien Ouais, les hypothèses. ouais. Même si t'es pas sûr, ça donne toujours des idées intéressantes. Ouais, ouais, ouais. Non, en fait, je me suis. Ces Norvégiens, ils me saoulent. Mais en fait, je les ai vus. Donc, tu as dû voir, mais ils ont les capteurs Ouais, j'ai corps, vu. ils ont fait des tests de métabolisme de base, et ils ont fait des tests aussi sur le vélo, etc. Donc, moi, je pense que ils arrivent à avoir la puissance thermique, donc la chaleur produite par le corps. Ils arrivent à avoir la puissance mécanique, donc celle développée sur le vélo, la vitesse ou la puissance. Et ils peuvent avoir aussi la sphère métabolique avec le lactate, le VO2 et tout. Et du coup, ils peuvent profiler un peu sur trois sphères et se dire bah, qu'est-ce que je dois développer. Le mécanique, la dissipation thermique plutôt en termes de chaleur, Ouais. ou alors le côté physio. Et c'est là où je pense qu'ils vont mettre l'emphase sur système aéro avec beaucoup de lactate et tout, et beaucoup de prises. Mhm. Et en fait, je pense aussi l'une des raisons pour laquelle la chaleur fonctionne bien, c'est que tu t'exposes. Ah non, je vais reprendre un truc juste avant pour donner un peu de contexte. Mais à chaque fois qu'on produit n'importe quel type de mouvement, donc on a une production de puissance métabolique, donc ça, c'est les filières énergétiques. 75% va être dissipé sous forme de chaleur. Ça veut dire qu'on est quand même On est très ouais, inefficient on est comme quand même organisme. nul.
Ouais, on est quand même nul. Ça Ça veut te dire chie à que, chier les ouais, humains. ça veut dire que 25%, ça va concrètement dans les pédales, quand on pousse sur les pédales Ouais. ou sur la vitesse. Ça veut dire que enfin, on a énormément de marge, on pourrait se dire, mais si on améliorait ne serait-ce que de 5%, on changerait rien à nos filières énergétiques et on aurait plus de puissance développée sur les pédales. Et quand je les ai vus faire tous ces tests, je me suis dit, mais en fait, je pense qu'ils essaient de jouer sur le paramètre peut-être thermique, où Mhm. ils essaient de dissiper moins de chaleur ou d'être plus efficients, en fait. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle, du coup, la chaleur fonctionne, c'est parce que tu t'exposes volontairement à une inefficacité thermique. C'est-à-dire que tu vas produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur sur une puissance mécanique qui est fixée puisque c'est de la basse intensité et une puissance aussi métabolique qui est fixée parce que bah, c'est assez linéaire comme protocole. Mais tu vas volontairement pousser le facteur puissance thermique et le corps, à un moment donné, il est assez intelligent pour se dire, attends, mais là, il s'expose à la chaleur depuis 2 semaines. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais être plus efficient sur mes mécanismes de transpiration. Les glandes sudoriques, je vais excréter aussi moins de sodium parce que j'ai besoin d'en garder. Et je vais aussi essayer de produire moins de chaleur. Et du coup, en faisant ça, le jour où tu enlèves tes machins et tu arrêtes de faire ton protocole en chaleur et tu vas dans un milieu tempéré et tu essaies de performer, sachant que enfin, le corps a été conditionné pour être plus efficient d'un point de vue dissipation de la chaleur, en fait. Du coup, tu vas pouvoir repousser le moment où la chaleur va arriver. Et pour moi, en fait, je pense que c'est ça. Après, on peut avoir plein de trucs, volume plasmatique, la masse en hémoglobine. Mais je pense qu'en fait, juste, on s'expose à de l'inefficacité d'un point de vue thermique. Et du coup, quand tu enlèves tes vêtements et quand tu te mets dans une situation tempérée, le corps, il est plus efficient. Et j'ai pas encore testé, et là, il faudrait que je teste mes seuils, et surtout mon seuil 1 au lactate par rapport à avant, mais je pense que mon seuil 1 a peut-être bougé un peu, quoi. Ok. Parce qu'on est plus efficient après un protocole en chaleur. Donc ouais, hyper intéressant. La chaleur, c'est Il y a un truc qui me vient, ça te parle le découplage mitochondrial? un petit peu, ouais. Ah, je me Euh, souviens plus spécifiquement. ouais, et je me demande si ça a un lien avec ça. Et ça, c'est un truc, j'avais demandé à Inigo, mais je crois qu'il n'avait pas capté ma question. Euh, En gros, j'ai trouvé ça dans une présentation un peu abstraite sur les mitochondries sur YouTube. Euh, et ça parlait un petit peu des mutations génétiques, en fait, de ton profil mitochondrial, si tu veux bien, selon d'où tu viens et où tu as évolué sur la planète. En sachant que les gens qui sont proches de l'équateur, pour faire simple, l'environnement fait qu'ils n'ont pas besoin de produire beaucoup de chaleur de manière endogène. Ouais. Donc, ils ont un couplage mitochondrial qui est un petit peu plus efficient, c'est-à-dire que Ah pour une ouais? quantité d'ATP produite, ils vont produire moins de chaleur. Alors que des gens Ouf, qui ça. viennent des pays du Nord, Ouais. des pays nordiques, ben, notamment au niveau environnemental, tu as un intérêt à être découplé, entre guillemets, c'est-à-dire à produire un peu plus de chaleur au niveau interne pour une quantité d'oxygène consommée. Et d'ailleurs, c'était une des hypothèses derrière l'idée que bah, notamment des gens des pays nordiques qui ont des VO2 qui sont très 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 hautes, mais ça ne veut pas tout le temps dire qu'ils sont très très C'est pas- bons au niveau des performances. Ah, ils Et tu sont as pas des... économiques. Ouais. Hmm. Ouais, bah, il y a une relation des fois inverse entre VO2 max et l'économie, par exemple. Ouais, ouais, bah, il y a ce facteur-là. De se dire que, ben, tu vois, par exemple, typiquement des Kenyans qui ont des VMAX qui sont très hautes, mais peut-être pas aussi hautes que celles Ouais, des Nordiques, mais qui performent tout aussi bien, voire mieux, quoi. Et ouais. donc, je me demandais si, ben, est-ce qu'avec un protocole comme ça, on arrive à avoir un impact à ce niveau-là, en se disant, ben, maintenant, pour une quantité d'oxygène consommée, on va recycler plus d'ATP et produire moins de chaleur. Ah bah Est-ce que ça, est-ce que c'est à ouais. ce niveau-là ou est-ce que c'est à un autre niveau que ça se passe? Ah bah je sais pas, mais ça, enfin, par rapport aux personnes de l'Équateur, moi je savais pas du tout, mais pour le coup, ouais, moi ça ferait sens, hein. Ok, Potentiellement, ouais, ça ferait sens. ouais, Mais je pense que ce facteur-là, thermique, il est encore plus loin que peut-être l'aspect mécanique. Pour moi, il y a l'aspect ouais. mécanique. Donc, c'est l'output, c'est vraiment voilà, ce que tu vas faire. Après, tu as l'aspect peut-être filière énergétique et après, tu as l'aspect thermique, en fait. Ouais, au Mais niveau charge globale. ouais, voilà, c'est ça. Donc, tu te dis, et c'est aussi pour ça que les Norvégiens, ils ont utilisé les capteurs corps plus le métabolisme de base. C'est que voilà, ils ont voulu voir le lien entre les deux, entre une mesure directe et indirecte, Mhm. pour voir les dépenses énergétiques, pour voir tout ça, en fait, pour voir les productions de chaleur, en fait, à quel point, mais même dans la vie globale, il est efficient, en fait.
Enfin, on pourrait aller encore plus loin dans le truc, mais je pense que ce truc thermique là, enfin, je trouve ça intéressant et même d'un point de vue en fait purement économique en fait. Je pense que ce delta de chaleur ou cette production de chaleur peut indiquer à quel point tu es efficient ou pas quoi. Et ça fait sens en fait parce que bah si tu es ultra efficient, bah tu vas pas produire beaucoup de chaleur parce que bah voilà, c'est ça. Et par exemple, les gens qui théoriquement ont un métabolisme de base très très bas, c'est qu'ils sont aussi ultra efficients et probablement qu'ils ont peu de production de chaleur. Mhm. Mhm. Donc, même par rapport au déficit énergétique très prolongé, on sait très bien que ceux qui sont sur des gros déficits, ils ont aussi des températures corporelles plus basses. Je pense que c'est parce qu'ils produisent peu de chaleur. Donc ouais, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui me. Mais je pense que la chaleur, c'est quand même un concept intéressant qu'on pourrait retrancher avec le physio, avec le mécanique. Et donc, pour tout ce qui est des détails du protocole, ça, je vous Ouais. invite tous à aller prendre la formation à Rémi. Dis-nous quand même les erreurs à ne pas faire. Parce que, alors, Ouais. tu l'as dit en passant avant, une des grosses erreurs, c'est d'essayer de se mettre des intensités quand tu es dans le show. Parle-nous peut-être des quelques erreurs que les gens vont faire, pour la simple et bonne raison que, de ce que je comprends en tout cas, et tu me le confirmes ici, c'est des protocoles qui sont très efficaces en général, s'ils sont bien faits, Ouais. qui peuvent être très efficaces, même avec des personnes d'un bon niveau, hein. Je parle à mon collègue Cyril, notamment, qui m'a aidé avec cette petite préparation chaleur qu'on est en train de mettre en place pour Claudia et deux des gars qui font de la voile et qui vont aussi à Dubaï le même week-end que Claudia, mais pas pour le même Mhm. sport. Quoi qu'il arrive, il va faire chaud, ça va être en décembre, on a l'habitude du chaud, donc est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place pour l'améliorer? Donc, Cyril, merci à toi de m'accompagner là-dedans. Et ouais, un des trucs qu'il m'a dit, c'est que, en tout cas pour lui, c'est très efficace. Il le voit avec les cyclistes avec lesquels il bosse, etc. Mais tu peux aussi faire beaucoup de dégâts si tu le fais mal. Et ça, je pense que C'est c'est ça. le petit point qu'il faut mettre en avant, c'est que c'est à double tranchant. Si tu le fais bien, ça peut t'amener quelque chose. Si tu le fais mal, tu peux vraiment causer des soucis. Donc, parle-nous un petit peu de ce côté sécuritaire, pour que les gens ils aillent pas se dire, allez, Rémi il a dit que c'était bien, et faire des bêtises Ouais. après. Ouais, alors je tiens à remarquer que le premier module, je parle de la réglementation et des risques de l'entraînement en chaleur. Alors les risques, après, c'est un grand truc, mais déjà, il faut se dire que des fois, dans certaines fédérations, même dans certaines compétitions, la réglementation sur la performance en chaleur, c'est mal réglementé. Par exemple, sur l'Ironman de Kona, on sait que c'est extrêmement humide, extrêmement chaud, mais il y a pas extrêmement de réglementation derrière. Donc déjà, là, on se dit deux choses. On se dit soit oh, c'est dangereux, faut pas s'y exposer. Mais moi, mes athlètes, je vais leur dire, bah, si tu vas, tu vas t'y exposer, tu vas t'acclimater, quoi. Donc, c'est deux façons de voir. Ouais. Il n'y a pas forcément de risque, mais encore une fois, ceux qui sont le plus à risque, et ça, la littérature le montre, c'est ceux qui ne sont pas acclimatés. Et ça Mhm. paraît logique, quoi. Tu n'es pas Mhm. acclimaté, tu vas essayer de performer dans un milieu qui est hostile, tu vas te faire massacrer, quoi. Donc ouais, premier risque, déjà, c'est de ne pas forcément s'acclimater si tu vas te performer en chaleur. Ça, je pense que c'est absolument crucial. Voilà, l'acclimatation, ça prend, on va dire, c'est assez court quand même. Il y a 80% qui sont faits dans les 5 premiers jours et pour vraiment peaufiner, il faut 10 jours. Donc voilà, c'est hyper important parce qu'il y a la chaleur, mais il y a aussi l'humidité. Il faut bien répliquer les deux. Après, en termes d'erreur, bah, la première erreur, effectivement, c'est de faire de la haute intensité en chaleur. En tout cas, pas au début. Pourquoi pas en faire à un certain moment? Moi, je nuance aussi parce que bah, si encore une fois tu performes dans un milieu, si tu vas à Kona, tu vas pas faire de la zone 2, tu vois. Donc, à un moment donné, faut répliquer, hein, principe de spécificité. Donc, Ouais. pourquoi pas si c'est bien encadré. Mais sinon, la plupart des protocoles sont quand même basse intensité. La chaleur, c'est des protocoles d'hyperthermie contrôlée. Donc, on contrôle bien la charge interne en tout cas. Et on essaie vraiment en fait de s'exposer dans des zones thermiques qui sont optimales. Et on cherche à maintenir ça sur une longue durée. Donc la haute intensité, faut probablement éviter de la faire et c'est pas l'objectif. Voilà, ça c'était la deuxième erreur, faire des intensités. Euh, Ouais, après, bon, il y a encore, hein, ça, bon, il va y avoir tout ce qui va être hydratation, peut-être, je pense. Et encore une fois, moi, j'ai testé. Je me suis mis quand même des bonnes, des bonnes charges et tout pendant 1 heure et tout. Effectivement, tu perds, mais tant que c'est pas non plus des pertes exponentielles, si tu te réhydrates bien derrière, je pense qu'il n'y a pas non plus trop de problèmes à ce niveau-là. Il faut bien le C'est plus- faire.
Ouais, Faut pas laisser ça au hasard ouais, et ouais, faut le non, non, faire faut pas laisser correctement. ça, hein. Moi, pour donner une idée, sur une heure, je perds 1,1 kg, je crois, d'eau. Donc ça fait quand même beaucoup. Ça Mhm. fait quand même pas mal. Donc après, oui, il serait hydraté, etc. Après, quelles sont les erreurs? Je Bon, je pense pense que vouloir. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. t'as couvert les plus grosses, mais si t'en as encore une ou deux, vas-y. Ouais, ouais, peut-être vouloir trop en faire. C'est comme ça, d'extérieur, ça fait sexy et tout. Tu dis, ouais, je vais me mettre des grosses charges en chaleur et tout. Comme ça, je vais progresser. Mais au même titre que l'altitude, en fait, l'altitude, tu vas pas en disant, ouais, je vais direct, je vais envoyer le haut volume. Ouais. Il faut, voilà, faut être. Moi, enfin, dans le programme, en tout cas, j'ai fait des cycles de travail. J'ai alterné les jours au début de chaleur et de repos, etc. Mhm. pour justement prendre du temps de faire l'induction à la chaleur. Et voilà, essayer d'être progressif. Et encore une fois, hein, c'est ce que je disais à Sean tout à l'heure, mais j'ai fait 7 séances et en 7 séances, je commençais à avoir des bénéfices. Et les 7 séances, je les ai étalées sur deux semaines et demie. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire énormément. Et je pense qu'il vaut mieux en faire moins et en faire moins et se dire, bon, bah, au pire, si ça marche pas top, la prochaine fois, j'en ferai un petit peu plus. Mais plutôt ça que de faire 5 séances par semaine parce que il y a des protocoles aussi sur la littérature. Là, il y a René Stade avec les skieurs qui a fait ça 5 fois par semaine, 50 minutes. Enfin, les protocoles, ils sont infaisables, quoi. C'est des protocoles élites, en fait, pour des skieurs de haut niveau. Mais à un moment donné, moi, c'est pas ce que j'ai mis dans le protocole, hein, parce que sinon, je t'en sors pas, hein. Donc, Ouais. voilà, c'est essayer d'être régulier, de bien prendre en compte et ouais, d'avoir un bon cadre, basse intensité, et puis voilà, quoi. Super. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Et comme je l'ai dit, hein, pour tous ceux qui veulent aller plus loin là-dedans et mettre le protocole à l'épreuve et se mettre eux-mêmes à l'épreuve, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui dit les formations de Rémi et d'aller chercher la formation chaleur qui vient de sortir. Donc, n'attendez pas. Rémi, je voulais passer en revue avec toi les questions que j'ai reçues sur Insta. On a reçu pas mal de questions. C'est cool. D'ailleurs, merci à tous ceux et celles qui ont contribué aux questions. On va s'y attaquer, on va les prendre dans l'ordre. Qu'est-ce que tu penses de la HRV pour informer et ajuster la charge d'entraînement? Ah, bah ça, j'ai des discussions avec mes athlètes par rapport à ça des fois. Parce que, alors moi, je l'utilise. Je l'utilise. Certains de mes athlètes l'utilisent aussi. Alors, je pense que c'est un super indicateur, mais qu'il faut regarder la tendance et pas l'aigu. Alors ça, il y en a, ils vont me dire, oh non, mais on peut guider l'entraînement à partir de la VFC. Il y a des protocoles qui ont été faits. Dan Plouse, il est fan de ça. Enfin, même Dan Plouse, je crois il nuance un peu. Mais en gros, moi, je regarde la tendance, c'est-à-dire la cinétique de la RMSSD, ou en gros la variabilité de la fréquence cardiaque, et Mhm. je me dis, OK, à quoi ressemble cette tendance? Si un jour, je me réveille et que j'ai 45 de RMSSD, mais que je me sens bien, bah moi, personnellement, je vais faire mon intensité. Par contre, si demain et après-demain, j'ai encore des valeurs basses, là, je vais me dire, il y a un truc qui va pas. Mhm. Donc moi, je l'utiliserai, mais je regarderai la tendance. Pareil, de ce que j'observe avec certains de mes athlètes, des fois, quand tu fais des blocs de développement, tu as deux cinétiques. Soit, apparemment, en tout cas, tu t'adaptes bien à la charge et du coup, tu as, ta VFC qui augmente. Mais j'ai aussi des athlètes sur certains blocs, la VFC baisse. Et je pense aussi que des fois, ça peut être une adaptation naturelle de l'entraînement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma perception du truc. Après, voilà, la littérature, elle peut être pas d'accord. Mais je pense que des fois, tu peux aller un peu dans la baisse et te dire, bon, bah, tant que cette baisse-là, elle n'est pas prolongée sur 3 semaines, 2 semaines, tu vois, tu pourrais te dire, OK, bah là, je vais laisser après la VFC remonter. Et moi, avec des athlètes, je sais que la VFC va baisser quand je vais augmenter le volume. Et après, je la laisse remonter sur une phase où je vais plus assimiler la charge. Donc, vraiment, le point pour répondre à la question, c'est moi, je regarderai sur la tendance et pas sur l'aigu. Et pas rester dans le dogme de se dire il faut absolument que je sois dans le vert tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sinon ça va pas. Parce que comme Ouais, tu ouais, l'as dit, il peut y avoir des phases de surcharge volontaire où on va manipuler ces choses-là et on pourrait, dans le cas que tu viens de citer ici, je te dirais, le HRV, c'est presque un indicateur qui te dit que tu as ouais. bien fait les choses parce que justement, tu as surchargé le système temporairement et de manière contrôlée pour le laisser rebondir ensuite et avoir les adaptations derrière. Ouais, ouais, bah c'est exactement ça, ouais. Moi, je suis C'est, pas. Ouais, je regarde, je le regarde, mais après, est-ce que je vais monitorer l'entraînement par rapport à ma valeur de VFC? Non, je vais pas le faire. Et voilà, je pense qu'il faut pas non plus être complètement obsédé par les données. Moi, par exemple, j'ai des athlètes sur les phases d'affûtage, sachant qu'il y a une diminution de la charge d'entraînement. Potentiellement, il y a une diminution de la basse intensité, donc il y a une diminution du tonus vagal. Et des fois, tu as en fait des VFC qui baissent. Et là, l'athlète, il panique.
Et là, il se dit, non, mais là, je suis pas en train de m'affûter, je suis en train de me désaffûter. Donc, et en fait, non, c'est pas ça. Je pense d'ailleurs, des fois, c'est des indicateurs de readiness. Donc, en fait, juste en train de t'affûter. Effectivement, tu baisses le tonus vagal, mais tu peux avoir un boost de performance. Donc, encore une fois, la VFC, c'est quelque chose qui s'observe sur le chronique, mais même pendant un affûtage, sachant que l'affûtage, au final, c'est pas une tendance, parce que c'est quelque chose qui casse une routine. On n'affûte pas tous les jours. Donc, le corps voit ça comme aussi un changement et il s'adapte au changement. Donc, ouais, VFC, chronique, mais pas aigu. Ouais, VFC, c'est une donnée, pas une religion. Exactement. Euh, Prochaine question. Tu t'entraînes combien de fois par semaine et fais-tu tes programmes toi-même? De Ririnilok. Ah bah, On va essayer de Rini, mettre les noms quand même. ouais, je sais pas qui c'est. Mais C'est un compte Insta. ok, ok. Alors je m'entraîne combien de fois? Plutôt en volume hebdo parce que alors je nage 2 fois, je fais du vélo en ce moment 2 ou 3 fois, je cours 5, je fais de la muscu 2. Donc ça fait 12 fois, un truc comme ça. T'as pas assez de doigts pour compter. Ouais, je m'entraîne 12 fois, un truc comme ça, 12. Et c'est autour de, on va dire, entre 12 et 14 heures, ça dépend de la météo. Hmm. Et voilà. Et après, oui, c'est moi qui fais spécifiquement mes programmes. En fait, le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, dès que je suis dans un sujet, je suis passionné, mais il faut que je teste. Donc, si jamais j'avais une trame spécifique, je pourrais pas la suivre. Donc, tu es Donc, mieux à faire tes propres entraînements et à ouais, te donner les ouais, ouais. fenêtres de test quand tu en as besoin ou quand tu veux. Exactement, ouais. Ouais, c'est moi qui m'entraîne tout seul. Super. Prochaine question de Ilias WHT. La puissance critique a-t-elle un intérêt dans les sports collectifs? Alors, la puissance critique, déjà, on pourrait. Quoique, il Alors y a de. faisons puissance slash vitesse et comme Ouais, ça ouais, parce élargit un petit peu que. les possibilités. Ouais, parce qu'il y a des études sur la puissance métabolique, il y a aussi, donc metabolic power en sport co. Euh, oui, je pense. Oui, je pense. Et même pour peut-être sortir, même, enfin, préciser même la puissance, parce que en sport co, donc on a de la puissance produite, mais on a aussi des accélérations produites. Et qui dit accélération et puissance dit aussi relation force-vitesse et sprint, etc. Donc, des fois, la puissance, ça peut être intéressant pour voir le. Après, c'est vraiment plus poussé, hein, là, pour le coup. Je suis pas sûr que ça réponde forcément à la question, mais c'est une métrique qui est clairement intéressante en sport collectif. Et d'ailleurs, on a même des zones de puissance pour savoir euh, dans quelle zone tu as parcouru pendant une certaine session d'entraînement, etc. Donc oui, je dirais que la puissance, c'est intéressant. Après, si c'est un athlète qui juste s'entraîne pas dans des, dans un club spécifique avec du matos, je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant, quoi. Ça pourrait être intéressant, mais le problème, c'est que si tu essaies d'utiliser par exemple la vitesse critique avec des GPS qu'on a en tout cas, la montre comme ça, là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine parce que les accélérations, ça va pas les prendre. Moi, j'ai testé, hein, donc je sais. Mais les accélérations, ça va pas les prendre. On est sur la fréquence de 1 Hertz. Enfin, du coup, c'est Donc pas une assez mesure précis par pour. seconde, ouais. Voilà. Donc, c'est même pas assez précis pour déterminer spécifiquement la puissance. Et sachant qu'en sport collectif, des fois, on a des accélérations de 5 secondes. Mais en 5 secondes, on va être à peut-être, je sais pas, 40% de la vitesse maximale ou 50%. Et ça, c'est déjà beaucoup d'un point de vue même puissance. Donc on n'est pas encore assez précis. Par contre, si tu as les GPS, oui, je pense que c'est une métrique. D'ailleurs, dans tous les gros clubs, maintenant, ils utilisent ça. Ils peuvent même voir toutes les relations force-vitesse de tous les sprints pendant un match. Donc, C'est donc assez ouais, dingue quand même, hein. ouais. Après, il faut savoir quoi en faire de tout ça. Ouais, c'est ça. Après, ça, c'est le data scientist. Il se débrouille, hein, C'est ça, ils se démerdent. avec ses logiciels. Tiens le CSV, vas-y, il travaille. Euh, C'est 2 millions euh, d'euros. une petite parenthèse que je mettrais peut-être, qui sort un peu alors peut-être de la question directe, mais la puissance critique, à mon avis, elle peut être intéressante pour simplement calibrer un peu les entraînements de prépa générale, notamment pour les footeux ou les rugbyman qui vont Mm. faire du travail sur vélo. Et ça, j'en parlais récemment avec un collègue qui est en top 14 et qui commence à faire pédaler ses piliers et ses avants beaucoup plus qu'avant.
parce qu'ils se rendent compte que ben, ils peuvent bouffer beaucoup plus de volume comme que ça les traumatise beaucoup moins au niveau structurel parce qu'ils se font déjà assez pliés dans la mêlée et ils sont pas tout légers, ces bébés-là en général. Et donc, ça peut être, à mon avis, peut-être quelque chose à explorer dans la hors-saison ou pour des gens qui en ont vraiment besoin, mais sur une modalité autre que la course, quoi. Yes, complètement. Prochaine question, Maxime Sto. Une question en 3 parties. Je vais te la lire en entier, Yes. on pourra revenir sur les détails. Et si on arrêtait W'? Ça commence bien parce que Ah, mais je sais qui c'est ça. parce qu'il est dépendant de la tâche. Exemple, 30 secondes première 30 secondes première d'un 3 minutes, 3 minutes all-out test. Deuxième partie, autre exemple, différents torques, même puissance pour autant l'un plus fatigant. Donc, troisième partie, doit-on continuer à utiliser le W' en sachant que c'est un proxy de cette, entre guillemets, capacité anaérobie? Mais ça, je sais qui c'est. Donc, on a déjà parlé, j'ai déjà donné mon avis, mais il va y avoir un second avis Je qui donnerai va, le mien aussi après. qui va pas trop évoluer. Alors, effectivement, il y a c'est dépendant de la tâche. Et même à l'intérieur d'une tâche, entre guillemets, même d'une activité, par exemple, on sait que chez les cyclistes, si tu fais, encore une fois avec le gradient, on va encore faire chier avec le gradient, mais si tu fais, et ça c'est Baptiste Morel hein, qui a fait un papier, je crois, là-dessus, t'as pas le même W' sur une pente que sur du plat. Euh, Pourquoi? Parce que bah, si tu fais des tests, hein, si tu fais des tests de puissance critique sur un gradient élevé, etc., généralement, tu n'as pas autant de réserve sur un gradient très élevé. Tu as moins de puissance. Du coup, en fait, ton W' sera différent. Ça veut dire que théoriquement, même en termes de stratégie de pacing, faudrait changer ton W' ou changer dans l'entraînement si tu es sur un gradient élevé ou quoi. Donc, effectivement, la tâche change W'. Après, est-ce que ça veut dire que faut totalement abandonner W'? Moi, personnellement, je l'abandonne pas du tout. Et j'ai envie de dire, même s'il y a un gradient, j'utilise le même W'. Donc, je suis désolé, la rigueur scientifique de Rémi n'est plus ici. Mais ouais, non, je pense que ça reste une valeur qui est bonne. Si par exemple, tu prends de la course à pied et que tu prends le stride pour faire la puissance critique et tu as ton W', tu vas pas changer drastiquement la cadence, donc ton torque, entre guillemets. Donc tu vas avoir une représentation assez bonne de ton W'. Et la tâche, voilà, je pense que c'est assez bien. Après, il y a aussi des notions maintenant de puissance critique, mais aussi de torque critique. Donc si tu as envie si tu envie d'étudier ton torque critique, bah, étudie ton torque critique. Maintenant aussi, là même à Chambéry, ils font la puissance critique et la relation force-vitesse aussi à l'intérieur de la puissance critique. Donc, je pense qu'en fait, il n'y a pas besoin d'enlever le W', il faut juste te prendre en compte et savoir que suivant ta force-vitesse, donc ton torque et ta cadence ou ta force et ta vitesse, tu vas avoir une influence sur ta puissance. Mais ce qui nous intéresse, ça reste quand même la puissance en sortie, quoi. Donc, moi, je garderai mon W'. Après, Ouais, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles et je pense que voilà. celui-là, il tombe clairement dans cette case. Encore faut-il savoir où l'appliquer, quand est-ce que ça fonctionne bien et comme tu l'as dit, hein, connaître le modèle, c'est bien, mais je dirais même que connaître les limitations du modèle que tu utilises, c'est encore plus important parce que ça te permet de... Alors, tu as parlé de rigueur scientifique juste avant, mais je pense que c'est là où il faut marier la rigueur scientifique avec la réalité du terrain et que si on devait maintenir notre rigueur scientifique dans l'absolu, bah, on foutrait rien sur le terrain en fait. Parce qu'aucun des modèles, ils tiennent véritablement Mm. concrètement sur le terrain quand il pleut, quand tu es vraiment voilà, hein, quand tu es dans le vrai. Donc, le rôle du coach, à un moment donné, c'est de marier les deux et de faire des compromis. Tu es obligé. Tu peux Ouais, pas le être que d'un trade-off. côté ou de l'autre, quoi. Tu peux pas. Ouais, Tu peux pas. exactement. Ok, super. Merci d'avoir répondu à ça. Léonard 1 nous dit, ou nous demande plutôt, plutôt courir longtemps ou plus souvent? Avantage, inconvénient. Hmm. Ah là là, ça c'est une bonne question. Si Moi je on dirais prend, d'abord ouais, si on prend le spectre, ouais, ouais. Si on prend le maximiser spectre la de fréquence. progression de la personne, Ouais, moi je peut-être dirais t'allais le faire maximiser de. d'abord un peu la fréquence Ouais, voilà. et ensuite pousser le volume. C'est ce que j'ai mis. J'ai fait un module gratuit aussi et c'est comme ça que je l'ai mis, je crois. Simplement parce que même d'un point de vue tissulaire, et là je prends plutôt la lunette réhabilitation et prévention, on va dire. Mais tous les tissus et même toutes les structures, que ce soit tendineux, osseux, cartilagineux, ils ont toujours une période réfractaire après laquelle plus de stimulation n'est pas forcément positif. Mhm. Et quand du coup bah, tu débutes,
tu aurais plutôt intérêt à maximiser la fréquence, justement pour retrouver une période de stimulation au niveau des tissus, et tac, et tu remets des pics de stimulation. Et une fois que tu es bien familiarisé avec ce volume-là, là, dans ce cas-là, tu peux commencer à jouer sur le paramètre volume. Voilà, je préférerais toujours voir quelqu'un qui maximise au début la fréquence que plutôt faire une fois dans la semaine 2 heures et se massacrer en fait. Donc ouais, moi je ferais d'abord fréquence et ensuite volume et mettre l'ego de côté, même si le volume sur chaque séance est bas. Ça va. Est-ce que tu changerais ta recommandation si on parlait du vélo? Oui. Voilà, bah, tu fais pile l'inverse. Non, en fait, je pense que déjà, ah, en fait, je pense qu'au début, j'essaierais d'avoir une fréquence qui est quand même assez régulière, mais je jouerais sur le paramètre volume beaucoup plus rapidement que sur la course à pied. Parce que Course tu à peux pied, en fait. ouais, on est, voilà, mécaniquement, on est quand même contraint assez rapidement, alors que sur le vélo, voilà, sur le vélo, tu peux quand même augmenter plus rapidement. Et je pense que le retour sur investissement est mieux sur le vélo si tu veux des adaptations d'endurance, on va dire, enfin, classiques comme tout le monde pour n'importe qui, quoi. Ouais, ouais. Après, si tu es intéressé spécifiquement par la course à pied, bah oui, il va faire de la course à pied, mais le vélo, voilà, en termes de retour sur investissement, je pense que c'est mieux et puis tu pourras augmenter bien plus rapidement. Question qui vient de moi cette fois-ci dans ce contexte-là. Est-ce que tu penses que pour les coureurs débutants slash amateurs, l'utilisation du vélo est sous-estimée? Euh, T'as le droit de dire ouais, non, hein. ouais, je suis pas. J'aurais discuté il y a pas longtemps, un gars sur la prépa marathon, il m'a dit ouais, je voudrais faire du vélo. Mais il voulait en fait remplacer un peu les séances clés. Et j'ai dit, c'est une connerie. Ouais, alors, pas au point de remplacer, mais le voir comme complémentaire. Je parle plus Ouais, de la ouais, complémentarité plutôt que la substitution. ouais, complémentaire, ouais. Complémentaire, oui. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, je pense à volume égal, vaut mieux faire de la course à pied. Ouais, Mais si tu l'ajoutes, ouais, dans ce cas-là, pourquoi pas? Parce que moi, je crois quand même au transfert de certaines qualités. Là, j'ai un cycliste qui a jamais couru de sa vie. Et là, il est en hors saison, il a voulu courir un peu. Il a fait un 5 km en 18 minutes. Voilà, je me suis dit, bon, la question du transfert, voilà, quoi, c'est. Voilà, c'est. Donc, non, il y a un transfert et je pense que c'est bien, même d'un point de vue adhérence, si la personne, elle aime bien, ça peut être un plus, ça, c'est cool. ok, super. Jérémy Lowe nous demande pourquoi diabolise-t-on tant la zone 2 dans les sports d'endurance, parlant d'un modèle à trois zones. Donc, on parle là du Ah ouais, ouais. domaine élevé, de ce qui se passe entre le seuil 1 et le seuil 2. Ah ouais, mais ça. Et là, je suis en train de faire une vidéo sur le polarisé versus pyramidal, mais. On pourra Je- jamais en faire assez des vidéos comme ça. Ah ouais, non, mais là, celle-ci, là, et je vais faire en sorte que la miniature soit, soit bien clickbait pour vraiment. Non, en fait, encore une fois, je pense que il y a une notion de dans quoi tu veux être bon et quelle est la demande. Parce que dans toute la littérature scientifique, effectivement, il y a quand même une petite tendance au polarisé à être au-dessus. Hmm. Pour être très honnête, il y a quand même une petite tendance. Par contre, si tu regardes les indicateurs de performance qu'ils utilisent pour définir en fait la performance en endurance, pour dire à un moment donné ça c'est supérieur à ça, en fait, tu as des indicateurs qui sont toujours soit VO2 max, soit des temps, par exemple, sur 3-5 km. Donc, en fait, des temps de maintien de, on va Dans le dire, sévère. 20-25 minutes. Ouais, tout dans le Et, sévère. et- et donc, effectivement, il n'y a aucun problème à dire que le polarisé fonctionne quand tu fais des tests sur des trucs de 20 minutes. Et c'est ce que je vais dire dans la vidéo qui va sortir bientôt. Je vais dire, le polarisé fonctionne, mais il faut toujours se dire enfin, pour quelle activité et pour quelle durée de test on fait ça. Par exemple, le polarisé a super bien marché pour le ski de fond, pour l'aviron, etc. Bah, généralement, c'est des disciplines qui sont assez courtes ou alors qui demandent de réitérer des puissances ultra importantes proches de VO2 max. Donc, dans ce contexte-là, le polarisé et la haute intensité fonctionnent. Maintenant, tu prends des marathoniens. Casado, il a fait un papier il n'y a pas si longtemps pour dire que le tempo run était corrélé à la performance. Et c'est normal. Le tempo run, c'est la spécificité du marathon. Donc, enfin, en fait, des fois, c'est une non-question pour moi de savoir si la zone 3 c'est utile ou c'est pas utile. C'est à un moment donné, tu veux être bon dans quoi? Marathon, bah, tu vas être obligé d'en faire. Et franchement, il y en a, ils continuent à dire ouais, machin, polarisé, mais je je comprends pas en fait. Je me dis, mais c'est même pas une question à avoir en fait, la Ah, distribution c'est un débat d'intensité. de l'abstrait. C'est un débat qui est dénu de tout contexte.
Bah oui. et qui essaie de comparer deux modèles qui sont pas faits pour être performants dans l'absolu, mais qui Ouais. sont faits pour être utilisés au bon Ouais. moment pour la bonne personne, pour la bonne performance recherchée. Mais c'est ça. Et là, bon, juste une petite anecdote, mais il y en a un, il m'a taillé, il m'a dit, ouais, mais il y a un papier qui dit qu'en gros, la transition pyramidale polarisée fonctionne mieux que l'inverse. J'ai dit, ok, je vais aller lire le papier. Le papier, c'est quoi? Alors déjà, les séances dans le modèle polarisé, c'était du 4 fois 7 minutes. Donc ça fait du 20, ouais, ça fait du 28 minutes de temps de maintien. Ok. C'était quoi le test pour déterminer la performance en endurance? C'était un 5 km. Bah évidemment que évidemment que si on fait un 4 fois 7 minutes en zone 4, donc polarisé, on va être meilleur sur. Enfin, pour moi, et c'est ça en fait, c'est le manque de contexte. Et en Ouais. fait, la conclusion de l'article, c'était bah, le polarisé, c'est en gros, c'est mieux pour la performance en endurance. Mais la conclusion, c'est plutôt le polarisé, c'est mieux pour la performance en endurance sur une durée de 25 minutes. Voilà. Enfin, même les athlètes, ils étaient à 16 minutes sur le 100 km. Donc en fait, la zone 3 non, c'est pas à diaboliser, c'est juste une question de contexte et aussi de profiling et de testing de la personne. Qu'est-ce que Mm. la personne elle a besoin en fait? Donc, donc, voilà. Juste pour qu'on soit. Je comprends bien, hein, tu dis zone 3, tu parles de la zone 3 sur un modèle Ah oui, A5. oui, zone 3 oui, bah, moi je dis un modèle à 5 zones, mais zone Parce que 2 sinon, les gens, ils vont ouais, pas ouais. tilter. J'ai Parce que compris non, ce que mais tu voulais dire, tout le mais monde parle de zone 2 basse intensité, du coup je dis zone 3 mais oui, oui, ouais, ouais. Donc, voilà, la zone 2 dans le modèle A3 zone est modèle à 3 zones. Ouais. équivalente à la zone 3 dans le modèle A5 zone. Super. On se rejoint parfaitement aussi sur ce point-là. Et ça, c'est toujours un point qui m'intéresse, c'est de confronter mes idées et mes modèles. Et bon, quand ça tient, tu es toujours content. Tu sais. Des fois, tu dis, Ouais. ah putain, Et est-ce que ça va tenir? peut-être dernière chose, mais on dit souvent les Norvégiens, machin, donc ils sont seuil, des fois plus pyramidal potentiellement. Donc j'ai repris la distribution d'intensité en gros 2 mois ou je sais plus quoi, un mois après JO de Blumenfeld Hmm. sur les séances en course à pied. Il est polarisé en fait. Et pourquoi il est polarisé? Parce qu'il va faire un triathlon olympique à un moment donné, il va falloir qu'il court vite. Donc là, dans ce contexte-là, on va dire une distribution plus pyramidale aurait pas trop de sens. Donc encore une fois, en fait, je pense qu'il n'y a pas de bon modèle, en fait. C'est juste dans quoi tu veux performer et quel est le modèle qui a le plus de sens par rapport à ça, quoi. Ouais, non, absolument. On a encore trois questions. Payasmael nous demande l'intérêt/ utilité de l'entraînement sous BFR pour augmenter ses paramètres de VO2 max. BFR, pour ceux qui ne savent pas, Ouais, ouais. Blood Flow Restriction, donc c'est la restriction du flux sanguin avec des brassards spécifiques et qui permettent, d'après ce que je comprends en tout cas, parce que je ne suis pas super calé là-dedans, Mm. d'augmenter la charge métabolique en minimisant la charge mécanique, c'est-à-dire que pour faire simple, en prenant moins de poids, si on parle de renforcement, tu peux avoir la même charge interne ça a l'air vraiment intéressant pour tout ce qui est réathlétisation notamment Ouais. quand tu peux pas justement charger l'athlète, mais tu peux métaboliquement le charger de cette manière-là. Qu'est-ce que tu en penses pour les paramètres de VO2 max? Ouais, alors paramètres de VO2 max, déjà, il faut savoir que VO2 max, ça va dépendre des facteurs périphériques et centraux. Donc même si tu joues sur du périphérique, tu peux améliorer VO2 max. Donc ce serait mentir de dire que BFR peut pas forcément influencer VO2 max. Après, est-ce que tu auras ton meilleur retour sur investissement à faire ça? Ça, c'est une autre question. Euh, En fait, ouais, à la limite, j'aurais envie de dire si tu es dans une phase où tu as besoin de diminuer peut-être mécaniquement, alors là, dans ce cas-là, ok. Après, sinon, moi, je resterais sur quelque chose de plus classique. Euh, ouais, ouais, voilà. Pour faire très simple, je resterais sur quelque chose de plus classique. Après, je pense que quand même, hein, vu que tu vas quand même avoir des grosses productions, potentiellement de lactate, etc. Et que tu peux aussi probablement optimiser un peu les systèmes tampons et tout. Mais je pense que faut quand même, ouais, faut quand même y aller en mode spécifique et y aller sans le BFR. Mais ouais, j'ai pas trop de réponses en vrai. J'avoue. Ouais, c'est difficile parce qu'après, tu as toujours aussi la question de se dire qu'est-ce que tu essayes de faire. Ouais, Bah ouais, c'est dans est-ce que quel. tu veux maximiser la charge interne? À un moment donné, c'est cool d'avoir une énorme charge interne, mais si derrière tu développes 150 watts, ben, alors que tu devrais faire du VO2 max, tu vas pas aller très très loin. Parce que quand il va Hmm. falloir taper dans les 400, ben, il n'y a plus personne. Ouais, c'est difficile de le dire dans ce contexte-là. Je pense ouais, vraiment un atout intéressant pour la réathlée. Mais Ouais. après, pour l'entraînement en tant que tel, ben, après,
dis-moi ce que tu penses. Ça, c'est ma question, Rémi. J'aime bien utiliser le spectre, le prisme, pardon, quand je réfléchis à un truc que je connais pas ou que j'ai pas vu ou que voilà, qui est peut-être pas super commun, de toujours me demander, et je sais pas si c'est une erreur ou pas, ou les limitations de cette perspective, je me demande toujours, mais que font, s'il y a des sports dans lesquels ça pourrait être utile, est-ce que c'est fait au plus haut niveau, là où ils ont tous les sous du monde, toute la recherche du monde, tout le temps du monde pour Hmm. appliquer les meilleurs trucs? Et c'est toujours une question que je me pose. Est-ce que tu penses que c'est valable comme, on va dire, comme question de base pour se demander est-ce qu'un truc tient la route ou pas? Ouais. Genre l'entraînement en altitude, l'entraînement en chaleur, le pre-cooling, la récup active, tous ces trucs-là, ben, que tu vois sur un Tour de France, par exemple, s'ils le font tous, il y a de bonnes raisons. Il y a très très peu de chances qu'ils fassent un truc au hasard simplement parce qu'ils le faisaient avant. Et il y a des chances qu'avec les sous qu'ils dépensent, ils le font pour une très très bonne raison. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de poser une question comme ça? Ouais, ouais, bah c'est bien. Après, je pense qu'il y a quand même des petits malins qui évitent de tout montrer, quoi. Ouais, Parce que, parce que bon, c'est bien de montrer et tout, mais je pense qu'on sait pas tout. Donc, on a forcément des outils, on les connaît pas encore, ou on sait pas le potentiel, en tout cas, de l'outil. Donc, après, en vrai, en BFR, moi, en escalade, j'en ai vu quelques-uns. J'en ai vu quelques-uns, mais après, l'escalade, pareil, c'est quelque chose de plus. Enfin, il y a quand même beaucoup de composantes périphériques, etc. VO2 max, c'est peu corrélé à la performance. Donc, tu pourrais dire, OK, bah, dans ce contexte-là, pour le coup, sachant que c'est une discipline extrêmement périphérique, là, tu as intérêt. Après, sur le vélo, c'est pas ça quand même. Tu as quand même une composante centrale qui est hyper importante. hmm, Donc, ouais, je sais pas. En vrai, il faudrait tester, hein. ils vont. En vrai, Bah, faudrait tester. Moi, j'ai fait des protocoles à Chambéry avec le BFR, etc. ouais, Donc, je sais un peu à quoi ça ressemble. Ça fait mal. ça Surtout fait si mal, c'est ouais. du BFR sur vélo. Je veux dire, ça fait Ouais, très mal. ouais, ouais. C'est un truc à pas faire. On reste dans le côté sécuritaire sur le Ouais, podcast. C'était une histoire de Evan Pycon. Je sais pas si tu l'avais entendu celle-là. Ils avaient fait des tests de BFR avec son collègue à Training Think Tank à l'époque. Et ils avaient fait grosse occlusion sur le haut du corps. Ils avaient fait des curls, des trucs et tout. il est tombé. Après, non, après, Ah, ils ont fait pareil sur le bas du corps. Ils ont enlevé les brassards, ils les ont mis sur le bas du corps. Et ce qui fait que quand il a tout enlevé, il était ultra vasodilaté de partout. Et il est tombé, il n'arrivait plus à se relever pendant genre une demi-heure. ah bah oui, oui. Puis après, bon, d'un point de vue médical, il faut être certain de pouvoir être apte. Parce qu'en termes de pression artérielle et tout, c'est Ouais, ouais. contre-indiqué chez les personnes qui ont des soucis. Donc, il faut faire attention. Moi, je me souviens sur les protocoles, ils ont fait signer des chartes et tout là. Est-ce que vous allez nous tomber dans les pommes en plein protocole? Je dis non, non, moi, je suis en bonne santé. Mais ouais, c'est de l'occlusion. Donc ouais, c'est pas anodin non plus, quoi. C'est ça, ouais. Faut faire gaffe. Bon, à creuser alors Ouais, à creuser. Ouais, j'ai pas de réponse c'est le spécifique. prochain, c'est le prochain protocole de Rémi. Bah, tu savais pas ce que tu faisais la semaine prochaine à Mais tu sais que l'entraînement, bah maintenant tu sais. je les ai, les BFR, hein, sont derrière là. Qu'est-ce que t'attends, Rémi? BFR puis chaleur, allez hop. Tu t'appelles un ami avant de faire ça, s'il te plaît. Ah, non, Ok? non, Comme ça. non, non, pas de non, BFR, je vais attendre un peu. Encore deux questions. Emilien Marie nous demande quel ratio de temps et quel pourcentage de puissance critique, vitesse critique sur Lactate Shuttle pour stratégie extensive 10 km. Ça, c'est une question, ça. Ça, c'est. Il y Euh, a du chiffre là. Extensive. Alors oui, là, à mon avis, c'est que il doit avoir un de mes programmes. Parce que tu sais, j'ai une approche intensive ou Ouais, extensive. Et quand c'est extensif, généralement, bah, il y a du shuttling. Je dirais. Alors, Emilien, sors le bloc-notes. Non, je dirais un peu la vitesse critique. On va dire 80, entre 95 et 98% de la vitesse critique sur les portions actives, parce qu'encore une fois, tu as une demande qui est extensive, donc tu es probablement très bon dans l'intensif, donc un peu en dessous de la vitesse critique. Et sur les portions de aérobie, donc sur le shuttling, je te mettrais à ta limite de zone 2 en fait, ou un petit peu la zone 2. Donc je me souviens plus des pourcentages que j'avais mis. Mais en gros, ouais, sur la portion active, ce qui serait intéressant, c'est de te mettre autour de 95-98 et sur la portion passive autour de zone 2 et de faire pas mal de volume, ouais. Quasiment, ouais, je sais pas, peut-être 6 à 7 km de volume. Pour encore voilà. une fois travailler le facteur limitant qui est le côté extensif, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Voilà, Emilien, tu sais tout. Maintenant,
Ouais, tu peux Donc, m'envoyer un message, Emilia, si tu veux. Je te répondrai. on termine avec une dernière question. C'est bien parce que ça va clore un petit peu enfin, plein de choses dont on a parlé aujourd'hui en une petite question. HGS Carrière nous demande structuration d'entraînement en se basant sur les zones cardiaques ou de puissance. Euh, Bah, moi, j'utilise les deux en vrai dans mes programmes. Donc, non, mais c'est vrai. Tada. Bah Alors, oui. en fait, moi, j'ai une règle qui est hyper simple. Quand c'est de la haute intensité, et quand je parle de haute intensité, même je mets la zone 3 modèle à 5 zones. Voilà, je considère que, même si voilà, on considère que c'est au-dessus normalement, j'utilise des indicateurs objectifs. Donc, j'utilise la vitesse ou la puissance. Et quand je suis sur de la basse intensité, j'utilise la fréquence cardiaque qui est une bonne représentation de la charge interne. Et je fais tout le temps ça. Comme ça, au moins, c'est simple. C'est dès que je fais de la basse intensité, de toute façon, voilà, je cherche pas forcément à courir super vite, c'est pas l'objectif. Je cherche à avoir une charge interne qui est assez stable et je prolonge mon effort. Donc, je vais me concentrer sur ma fréquence cardiaque pour éviter de dépasser ma zone, machin. Et par contre, sur de la haute intensité, là, je cherche l'objectivité, je cherche à avoir une certaine vitesse, une certaine puissance, quitte à ce que le cœur dérive. De toute façon, on est sur de la haute intensité, ça va dériver. Et là, dans ce cas-là, je me concentre sur des paramètres qui sont objectifs, la vitesse et la puissance. Et c'est pour ça que dans les calculateurs ou quoi, j'ai toujours les deux. Comme ça, au moins, ça me permet de faire les deux. Mais j'aime bien cette distinction entre les deux. Bon, bah, c'est parfait. C'était très bien, Rémi. Hein. C'était Ouais, pas mal. j'ai bien répondu. On a couvert, alors tu as très bien répondu déjà, mais on a couvert pas mal de terrain dans les 2 dernières heures, à peu de choses près. Donc, je voulais déjà te remercier d'avoir pris le temps. C'est toujours un plaisir de pouvoir faire ces séances avec toi. Moi, j'en apprends plein et j'espère que les autres aussi. Donc, on a parlé de ton nouveau protocole chaleur qui vient de sortir. Les gens, ils peuvent aller voir ça. Qu'est-ce que tu vas nous travailler, nous investiguer, nous tester dans les mois qui viennent? Ah, je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop. Là, je suis beaucoup avec mes athlètes quand même. Le ski alpi m'intéresse. Je sais pas pourquoi, mais enfin, je fais de la préparation physique pour un athlète, mais je trouve ça passionnant. Il y a trop de trucs et tout. C'est une discipline qui est nouvelle. Ouais. Voilà, toutes les disciplines outdoor, encore une fois. Puis le triathlon, là, j'ai un athlète très bon. Donc je vais regarder ça. Après, spécifiquement sur le contenu et tout, je sais pas encore trop. Je sais pas spécifiquement. En ce moment, je suis beaucoup sur le suivi d'entraînement, le coaching. Mais je sais pas encore trop ce que je vais, ce que je vais approfondir. En parlant du ski d'alpiniste, tu as vu le documentaire qui s'appelle Zabardast? Ah non, j'ai pas vu. Ok. Ouais, Faut que ce je vais soit regarder. tout en haut de ta liste YouTube là, à regarder avec Ok, idéalement un grand écran et une bonne sono derrière. ok, j'ai regardé ça. Ouais, ouais, je le regarde assez souvent, on va dire. Ouais. Ok, super. Merci Rémi, Bah, ouais, c'était cool. un plaisir. Les gens peuvent te retrouver sur Instagram principalement, c'est ça? Ouais, Instagram, c'est là-bas où je fais pour l'instant le plus de contenu, je pense. Et les gens, ils peuvent m'envoyer des messages s'ils ont des questions spécifiques. Super. Lien dans la description. Merci encore et puis hâte de te revoir d'ici quelques mois pour un autre épisode. Ouais, avec plaisir. À plus. Allez. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!